Et salut Twitch, et salut également YouTube, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve pour un nouvel hebdo J2S, un nouvel hebdo du jeu de société. Pour Twitch on se retrouve un peu plus tôt que ce qui était prévu, parce que changement d'emploi du temps. Pour YouTube vous vous en foutez de cette histoire. Aujourd'hui, donc nous sommes le 19 avril, jusqu'à preuve du contraire, et ça va être un petit hebdo. En termes de news, il n'y a quasiment rien, il y a une news. Et après, on fera un retour sur les parties de la semaine avec quelques découvertes quand même. Et on finira, il y a un petit peu de hors-jeu, pas de jeu vidéo, mais un petit peu de hors-jeu. Et on finira par une petite partie d'un jeu que j'ai découvert cette semaine justement, qui est un jeu de pli, mais un jeu de pli solo. Alors je l'avais déjà présenté en décembre. Un jeu de pli solo qui était For Northwood, qui était cool. Bien là c'est un autre jeu de pli solo qui est assez cool aussi. Mais je vous propose que du coup, sans plus attendre, nous passions à l'actualité. Alors l'actualité, comme d'hab, tout ça c'est retrouvable sur le flux de Playtime, que j'alimente dès que possible avec les petites descriptions qui vont bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner au flux si vous êtes plus de la team podcast. On vous salue la team podcast parce que figurez-vous que j'ai regardé les stats et il y avait plus de monde que ce à quoi je m'attendais en fait. Donc on vous salue d'autant plus et merci de votre écoute. Écoutez, j'espère que c'est vraiment pas prévu comme un podcast, donc j'espère que le son vous arrache pas trop les oreilles et que les grincements de ma chaise et mes bruits de bouche et les bruits de thé ne vous dérangent pas. Mais bon, si vous préférez consommer comme ça, c'est parfait. On reste toujours dans l'autopromo, juste pour le Seigneur des Plateaux, j'ai continué à publier quelques-uns des épisodes, je crois qu'on en est à l'épisode 5 si je dis pas de bêtises. Vous savez, c'est ces duels là que, voilà, on en est à l'épisode 5 où je fais s'affronter des jeux de ma collection qui s'affrontent parfois de manière absurde, parfois de manière très pertinente, donc ça c'est dispo, voilà. Ça fait moins de vues hein, que les autres trucs, c'est rigolo. Moi je m'en fous un peu des vues, hein, je fais pas ça pour ça, mais c'est rigolo de constater que finalement ça arrive à stabiliser au niveau de l'hebdo, que les découvertes forcément ça attire un peu plus de monde, et que le Seigneur des Plateaux un peu moins de plus en plus de moins, mais voilà, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir ça si vous découvrez avec ça. Après, ça vous intéresse pas, mais c'est un moyen assez rapide de voir mes avis sur pas mal de jeux. On va attaquer la seule vraie news de la semaine. C'est un peu un prolongement d'une news de la semaine dernière, puisque je vous avais parlé des leaks sur l'Orcana, et de la manière dont ils avaient été traités et tout, et ce que ça montrait à la fois de l'envergure du projet, et également du milieu, entre guillemets, alors là je fais des guillemets hein, pour le podcast, mais journalistique, du jeu de société qui est pas du tout comme le jeu vidéo et qui prend pas de leçon en fait de ce que le jeu vidéo a mis des années à apprendre en termes de respect aussi des gens qui sont derrière les jeux. Bref, ça je vous invite à réécouter ou écouter l'hebdo de la semaine dernière si vous voulez un peu savoir mon avis sur justement le traitement de cette info. En fait il y a eu des leaks, ce qui arrive, et évidemment il y a tous les sites qui se sont empressés d'aller faire du clic quoi, avec les quelques images en basse définition. Mais j'en parle plus largement l'année dernière, non, la semaine dernière sur comment le jeu vidéo aujourd'hui essaye de traiter justement ces leaks, ce que ça implique du côté des développeurs ou développeuses, etc. Et que le jeu de société en fait c'est ah vite, il y a une info, vite, allons faire 3 images en basse résolution pour faire du clic, c'est rigolo, lol. Et qu'en fait c'est absolument pas pour informer les consommateurs, consommatrices, mais c'est juste en général des gens qui veulent faire du clic. C'est des gens qui en ont rien à foutre de vous. c'est juste des gens qui aiment faire du clic sur du pas grand chose. Mais donc, alors je sais pas si c'est... Ouais, j'ai aussi vu que TTS, effectivement, il y avait des modes TTS. À la limite, ça je m'en fous. Ça me dérange entre guillemets moi, alors, sauf que les règles on les avait pas. Mais d'ailleurs, les modes sont arrivés après la diffusion de ces règles donc par Ravensburger. Donc l'Orcana ça doit sortir là cette année, cet été. Et alors je sais pas si c'est en réaction à ces leaks ou pas, mais en tout cas sachez que il y a maintenant des trucs officiels où il y a les infos. Alors évidemment que je ne suis pas aussi pour la rétention d'informations et le marketing avec des petites gouttes de communication comme ça peut exister chez l'Orcana ou dans le jeu vidéo, c'est quelque chose avec lequel j'ai aussi du mal du côté de la communication et que je m'empêche pas de critiquer. Je critique les deux côtés en gros, c'est les gens qui avec le moindre petit leak partent à la chasse au clic, et de l'autre côté évidemment l'éditeur
qui lâche l'un truc, un petit truc, machin truc, qui est un surcontrôle de sa communication qui est parfois absurde. Mais du coup, là c'est au moins les vraies règles de ce que l'éditeur a voulu présenter. Donc ça permet au moins d'avoir une idée plus précise, parce que les leaks qu'il y avait, ben, c'était que des bouts de règles. Donc enfin voilà, on va pas se faire des avis avec des espèces de 3 pages de règles en basse résolution. Et donc sur le site, il y a à la fois, alors je vais vous les mettre, même si je vous mettrai les liens dans le truc, il y a plusieurs vidéos, donc il y a le... Hop, voilà, donc là il y a... Alors là ils ont de la thune, hein. C'est pas blâme, hein, croyez-moi, pour ça ils ont payé les gens qui ont fait les vidéos. C'est une balle perdue parce qu'avant le début du stream on parlait de blâme, allez voir leur tweet un peu lunaire. Voilà. Donc là, on a vraiment des petites infos. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails des règles parce que ça va être chiant, mais en gros, il va y avoir tout ça. Donc, il va y avoir tout plein de vidéos qui vont expliquer un peu tout ça. Donc l'introduction, là il y a le setup. Voilà. Bon, je rappelle que c'est un JCC, hein, un jeu de cartes à collectionner avec l'univers de Disney. Voilà. Et après, donc il y a un truc là-dessus. Et ils ont vraiment fait toutes les vidéos, quoi. Incroyable, hein? Révolutionnaire. C'est ouf de se dire qu'ils font carrément une vidéo pour expliquer la mécanique d'engagement d'une carte. Waouh. Alors je comprends parce que ça vise un très grand public et que c'est une mécanique qui nous est très classique, mais c'est vrai que ça me fait quand même rire. Tac, voilà, bref. Voilà, il y a plein de petits trucs, donc allez voir les règles si vous voulez. En tout cas, c'est toujours aussi beau, hein. Enfin, bon, moi je suis assez sensible à l'univers Disney, hein, de manière générale. En plus, c'est des références que je connais. Ça, c'est PUBG, c'est pas Disney, les amis des poils, hein, par contre. Et voilà, après, là, il y a ce qui va être finalement, je pense, le plus intéressant. Bon, ça, c'est des petites mécaniques, mais le plus intéressant, ça va être effectivement ce qu'on peut faire à son tour. Et après, il y a les cartes, en fait, qui vont apporter les différentes mécaniques des cartes qui vont permettre d'être ou non intéressantes. Typiquement, dans Mindbug, je trouve que la mécanique de Mindbug est intéressante, mais que les mécaniques de cartes sont un peu plus quelconques. Voilà, donc là, voilà, il présente effectivement les différents personnages, etc. Ensuite, les capacités, et ensuite un récap d'une minute. Voilà. Et donc, voilà, juste, ça c'est intéressant, enfin intéressant. Voilà. Là, le but, ça va être d'arriver à 20, c'est une course. Là où il y a plein de JCC, alors Magic le premier, mais même des deck building sur Star Realms ou quoi, où on est dans la destruction de l'adversaire, même Mindbug, qu'on soit dans du GCC ou pas, hein, du jeu de cartes aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, je me demande si c'était prévu à peu près à cette date, ou si, ça a été diffusé en réaction effectivement au leak. Donc voilà, là il y a effectivement même des règles disponibles si ça vous intéresse, en anglais évidemment. Il doit y avoir des traductions qui traînent, j'en suis à peu près sûr. Moi, l'Orcana, je vous avoue que je reste toujours curieux. Hein. C'est un genre de jeu que j'aime beaucoup, hein, les jeux de cartes à collectionner, les jeux d'affrontement et tout. Donc je reste évidemment curieux. Faut voir s'il se détache suffisamment au-delà de par son marketing de ce qui existe déjà. Et c'était la seule news, voilà. Les règles de l'Orcana sont officiellement disponibles. Et j'espère que les rapaces, les vautours du clic, ont eu les clics qu'ils désiraient au cours des quelques jours où ils avaient... Oh là là, une image en basse résolution, peut-être qu'on peut enfin trouver ce que ça veut dire. Passons sur Board Game Arena et les différentes arrivées. Alors, ça c'est un alpha, normalement il faut pas trop montrer les alphas, mais c'est arrivé en alpha ça. J'ai fait 2 parties ce matin, et c'est pas mal, on en reparlera la semaine prochaine. Mais intéressante revue de Next Station. En tout cas, si vous aimez London, allez sur Tokyo, vous pouvez. Est arrivé donc sur BGA, Architecte du Royaume de l'Ouest. Je n'ai jamais joué à ce jeu, j'en ai vu quelques vidéos à l'époque, il paraît que c'est pas dégueulasse comme jeu dans la trilogie des Royaumes de l'Ouest. Je crois que c'est Paladin que les camarades de Proxy j'aime pas trop, mais que Architecte ça passe. Mais je dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, ouais, curieux d'essayer à l'occasion. Je crois qu'il a un mode solo en vrai, non? Là il y en a pas a priori, mais bon, c'est en premium, toujours. Beaucoup des trucs arrivés récemment. Mais voilà ce qui est arrivé en vrai. Je crois que c'est les mercredis que ça arrive, donc il devrait y avoir des trucs qui arrivent aussi. En bêta, il y a Anami Koji, qui était jusque-là en alpha, qui est arrivé, qui est un très très bon jeu à 2.
I Split You Choose qui est génial et de majorité. Moi je le trouve super, c'est un de mes jeux, c'est dans la gamme Yellow, et c'est un de mes préférés. Acropolis, donc l'As d'or, il est arrivé. Lui, à mon avis, il sera en premium quand il sortira en définitif. J'en avais refait quelques parties qui confirmaient que c'était pas pour moi. Jingopolis, lui, ça fait un paquet de temps qu'il traînait en alpha. Super jeu de Pearl Games, j'adore ce jeu. Il a peut-être le défaut de se décider beaucoup sur la fin. Si tant est que ce soit un défaut, mais en tout cas super jeu, j'aime beaucoup, découvrez-le si vous avez l'occasion. Le Hanafuda hawaïen, bon, voilà, basé sur le qui se joue de 2 à 7 lui. 31, donc ça c'est voilà, un jeu de cartes traditionnel, je ne connais pas. Et on en était là. Voilà donc pour les news de Board Game Arena. Dans l'ensemble, je vous recommande quand même d'essayer Acropolis, et puis surtout de... Voilà, en fait, les 3 là qui sont là. Celui-là, découvrez-le, si vous le connaissiez pas encore. Il vaut la peine d'être découvert, hein. Encore une fois... Typiquement, il y a des jeux sur lesquels je râle et que je trouve qu'ils sont nuls et tout, et je pense que j'en parle suffisamment ici ou chez Proxy Jeux et tout pour montrer que il y en a certains où vraiment je juge qu'ils ont des défauts solides. Typiquement sur Ark Nova, moi il y a vraiment une question de rythme et tout que je trouve. Là, c'est vraiment moi qui veux pas mon cerveau apprécier ce jeu parce que ça me convient pas du tout, mais néanmoins, enfin, il est très bien pour ce qu'il est, quoi. Celui-là, vraiment, ouais, super. Et puis Dingo, j'aime beaucoup aussi. On va passer aux news de Proxy Jeux. Justement, je parlais des camarades. Hop. Chez Proxy Jeux, qu'est-ce qui est sorti depuis là donc, on en était là, je crois, à la sortie de l'interview de Timothée Decroix. Depuis 3 épisodes. Un premier dossier auquel j'ai participé sur innovation et jeux de société. Alors, quelques chroniques sur l'innovation et le jeu de société, parce que c'est un sujet très large, sur lequel on aurait pu avoir plein d'angles et tout, et on a choisi 3 angles, donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur d'autres dossiers. Pionfesseur, lui, il part sur des jeux expérimentaux, où il parle de plein de trucs assez étranges, de plus en plus étranges, qui remettent en cause un peu, d'une manière ou d'une autre, le jeu de société, qui dépasse rarement le stade de l'expérimentation. Donc voilà, ça c'est la chronique du Pionfesseur qui est très longue. Ensuite, moi j'ai parlé de l'innovation dans un type de jeu particulier qui sont les jeux de cartes, de pli, de défausse ou d'escalade. Je pense que vous avez compris que c'était une petite obsession chez moi ces derniers mois, vu que j'en parle à peu près à chaque hebdo et dans chaque compte rendu du mois. Et donc je donne un peu des différentes manières que les jeux de cartes ont eu d'innover et de proposer des différentes sensations. Que ce soit bien ou pas à la fin, peu importe, avec des sources que vous pouvez écouter. Alors il y a beaucoup de sources en anglais, hein, que ce soit la chaîne YouTube là, Trick Talker c'est aussi en anglais. Ça je vous en ai parlé dans l'hebdo, mais prenez-le si vous pouvez à Trickster Stable, c'est gratos. Et si vous mettez à la bêta, vous avez 2 jeux que vous pouvez essayer. Par ailleurs, il y a un épisode de BGG qui vient de sortir, qui est sorti en fin de semaine dernière, qui est avec Jonathan Cox, donc de John Gates Games, que j'ai aussi sauté dans le podcast, qui justement parle de jeux de pli, donc c'était l'occasion. Et il parle aussi un peu de jeux d'escalade et tout, ou de défausse dedans. Et enfin, Paul Gara, elle a un dernier dossier, enfin une dernière chronique sur lequel elle parle justement de la question du droit, les brevets, est-ce qu'il faut les NPI, est-ce qu'il faut, vous savez, la fameuse enveloppe solo, l'affaire, à partir de où c'est du plagiat, de la caricature, de la contrefaçon, ce genre de trucs, je pense que c'était elle la mieux placée pour en parler. En plus, elle s'était renseignée et tout avec la sage dessus. Donc, c'est trois orientations différentes. Écoutez, on a des bons retours dessus pour l'instant, donc c'est cool. Lundi, alors ça je l'ai pas encore écouté, mais XP, donc le format jeu de rôle de Proxy Jeux, c'est sur l'anneau unique qu'ils ont commencé quelques épisodes. Donc il y a Dédé, Zef et Mad, et tout ça est mené par Paul Gara. Donc voilà, ça j'ai pas encore écouté, mais c'est sans doute très bien. Et aujourd'hui, une nouvelle interview de Cannes qui a reçu Rachel et Arnaud de Néoludis, donc l'à côté de Asmodée, distributeur qui distribue des jeux qui sont passés chez Asmodée, voilà. Et que Rachel, donc qui avant était chez le Passe-Temps, a rejoint, et elle propose notamment des vidéos à chaque fois avec les différentes sorties de la semaine chez Néoludis pour le coup. Et voilà pour les actus. N'hésitez pas à me dire dans le chat ou en commentaire ou quoi s'il y a des actus qui vous ont plus marqué, si je suis passé à côté de quelque chose. Là c'était une petite semaine.
Mais c'est bien aussi, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps 1h30 d'actu. Et je vous propose que du coup, je tousse un coup et on passe aux parties de la semaine. Alors, les parties de la semaine, est-ce que tu te mets à jour? Yes, il y en a pas mal. Alors, encore, je commence toujours par encore, j'en ai fait moins cette semaine, la faute à d'autres jeux, mais je suis toujours sur la feuille orange, je ne dépasse pas les 30 et quelques points, donc je continue la feuille orange qui n'est pas facile, je dépasse rarement les 30 points pour l'instant, autant la feuille précédente qui je crois était la feuille verte, je l'avais fait en moins d'une semaine, autant là je risque d'y passer encore quelques temps, mais il suffit d'une fois à plus de 40 pour que ce soit validé, mais ce n'est pas encore le cas. Both or Nothing, donc déjà la 22e partie, je vous en ai parlé aussi, c'est justement sur l'appli Trickster Table qui... Ah ok, le podcast de Proxy Jeux. Ouais, bon, pour le coup, ouais, j'ai pas écouté encore non plus cette interview, malheureusement. Mais oui, c'est pas ouf, effectivement. Donc ouais, Trickster Stable, donc c'est gratos, vous le trouvez dessus, c'est ce petit jeu de pli à enchères enfin à tout, qui change en fonction dans la partie. Il n'y a qu'une version à 4, c'est pas mal, hein, c'est pas le jeu de pli que je trouve le meilleur. Il n'y a que 3 couleurs, de 9 cartes chacune, plus 4 cartes passes. On en a 3 dans une partie à 4. C'est vraiment très très rapide. Il y a quand même des parties assez variées et tout. Il faut savoir que la fin de partie est pas la même que en fait le vrai jeu. Là il y a un côté un peu, vous savez, comme le point d'écart au jeu de raquette ou quoi, où vraiment il faut qu'il y ait un gagnant, donc si on arrive plusieurs à 5 en même temps, bah, on continue jusqu'à ce que quelqu'un se dépasse, et moi je trouve que ça met vraiment une certaine tension, c'est vraiment les parties que je préfère, là où dans le vrai jeu c'est une condition autre qui brise l'égalité, que je trouve moins réussie. Mais en tout cas, je vous conseille de le découvrir si vous avez l'occasion, ou de l'émuler ou quoi, c'est pas le meilleur, enfin, c'est un bon jeu pour sortir de sa zone de confort en jeu de pli. Par exemple, quand on connaît que Hearts, qui est ce petit jeu où il s'agit de se débarrasser des cœurs et de la dame de pique, donc Hearts, hein, c'est la dame de pique. Bon, celui-là, ouais, j'y rejoue un petit peu. Je trouve quand même qu'on est vraiment dans de la base de base. Alors, c'est un vieux jeu, on a un jeu du 19e, donc du 19e siècle. Pas du 19e arrondissement. Je trouve que c'est quand même un jeu où vraiment tout est vite assez évident et où on en fait assez vite le tour, malheureusement. Beaucoup de Ticket to Ride, des aventuriers du rail avec madame cette semaine, toujours sur BGA, toujours très cool, hein, on en fait de temps en temps. Et ça reste un jeu que j'apprécie beaucoup. J'aimerais bien qu'ils mettent à l'occasion peut-être sur BGA d'autres maps. Alors bon, je me doute que c'est pas facile, mais pour varier un peu. Atopic, comme on l'appelle en français, Spades, qui est lui aussi un jeu assez classique, qui est lui né dans les années 30, 1930, et que, pour le coup, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé, mais je le trouve beaucoup plus intéressant que Hearts, puisque il y a vraiment cette dynamique. Bon, déjà c'est en équipe, ce qui est différent, qui est assez cool, mais notamment j'aime beaucoup cette dynamique de sandbag, sac de sable, où on peut dépasser son pari. Mais si on accumule trop de fois, on a dépassé son pari. Si 10 fois on dépasse, enfin si on prend, c'est pas exactement ça, mais si on atteint un total de 10 sacs de sable, on perd 100 points, et je trouve vraiment cette dynamique là vraiment cool. C'est vraiment chouette. Le reste est plus classique, mais c'est vraiment, ouais, je trouve ça vraiment solide et vraiment, ouais, assez, enfin, ça a une dynamique particulière et qui induit des stratégies différentes, parce qu'on dit ok, là on va lui laisser parce que on sait que ça va lui faire un sac de sable en plus, etc. Plutôt cool. Yokai c'est peut-être autre jeu à 4 en équipe, qui lui aussi est une bonne surprise. Alors j'en parlerai peut-être pas dans les découvertes de avril, parce que là j'y joue qu'à 2 en fait, sur Trickster Stable. Alors pour y avoir accès sur putain, je vais y arriver, Trickster Stable, difficile, il faut s'inscrire à la bêta sur le Google Store ou quoi, sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Donc c'est une version à 2 qui est assez différente, qui est cool, mais je pense que j'ai hâte d'y jouer à 4 en fait. J'essaie de trouver des potes pour les motiver. Il est sur BGA, hein, à 4 exclusivement, et j'essaie de motiver des gens pour essayer de faire une partie à 4. J'avoue que ouais, je suis assez... En fait, je trouve l'idée super. J'ai toujours du mal à lire le jeu, parce que c'est vraiment assez particulier, hein. Je vous rappelle que c'est
7 couleurs de cette carte, et le vert commence de l'As au 7, puis le pourpre du 2 au 8, etc. Et tout ça se décale petit à petit. Et du coup, en fait, c'est juste que... et après, on essaye soit de récupérer justement les 7, soit si une équipe fait 7 plis, les autres marquent les points des 7 qu'ils ont en main et qu'ils ont mis de côté déjà. Et le but, c'est d'avoir 7 points. Donc beaucoup d'importance autour du 7, évidemment, mais qui est vraiment la valeur centrale, on le voit ici. Hein. Mais en plus, les 7 n'ont pas tous le même nombre d'étoiles, donc et ne font pas gagner le même nombre de points, et du coup je trouve que... Alors maintenant ils ont rajouté sur la bêta un endroit où on peut cliquer pour voir justement la distribution des cartes. Ça reste un jeu qui est pas facile à lire entre guillemets en termes d'évolution de la partie. Pourtant franchement, enfin sur l'appli là en question, il y a vraiment des efforts qui sont faits pour essayer de faire plein de petits rappels de ah ben ça c'est la carte la plus forte de la couleur, ou bien c'est la carte en milieu de gamme de la couleur. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, mais c'est assez difficile de... Vous savez, dans les jeux de plis, que ce soit le tarot, que ce soit Spades ou quoi, on prend des habitudes comme ça et des routines en termes de stratégie. Là c'est très difficile de les prendre je trouve, parce que se dire alors attends mais celui-là il rapporte X points à ce set là, donc il vaut mieux que je fasse ça, et il faut mieux que je sacrifie ça. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte d'y jouer à 4. Il se joue aussi à 3 de manière individuelle, mais j'ai hâte surtout d'y jouer à 4. Voilà, donc de Yeo et Muneyuki Yokuchi, avec des artworks. Alors je pense que ça doit être clivant. Moi je les trouve top. Je les trouve trop stylés. Ouais, voilà, là typiquement sur le vrai jeu, bon, il y a un petit rappel qui est sur les côtés. Voilà, où par exemple là le 7 c'est la plus basse des valeurs. C'est pour ça que c'est ici. Et en dessous du nombre, alors déjà c'est gaucher et droitier, ça c'est cool. En dessous du nombre, il y a un rappel de la fourchette des cartes. Ce qui peut-être rend le truc plus lisible que sur... Mais moi je les trouve trop stylés les cartes. Alors je comprends qu'on puisse trouver ça très raté, moi je trouve ça magnifique de ouf. C'est qui a fait ça? C'est... Il n'y a pas l'illustrateur ou l'illustratrice qui est marqué là quelque part? T'es sérieux? C'est chez Ninja Star certes, mais les amis, qui a illustré ça? Parce que c'est stylé comme tout. Mettez en avant les personnes qui ont travaillé comme ça. Quand même. Quand même. Surtout que là, enfin ouais, il y a un cachet visuel assez fort. Moi c'est cette variante là à laquelle je joue. Ah, il y a un livret en français. On va voir si on trouve les illustrateurs ou les illustratrices quand même. D'accord, d'accord. Les règles, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est... Putain, c'est U. Ok, bon, bah, on sait que c'est U, l'illustratrice. Alors, je sais pas la différence qu'ils font entre illustrateur et graphisme. Le graphisme, c'est peut-être le côté carte plutôt que vraiment les dessins. C'était passé par KS, hein. Mais super jeu en tout cas. Comme dit, en fait, je suis pas sûr d'en parler en avril parce que j'attends vraiment de voir ce qu'il vaut à 4 pour me décider de vraiment truc. Celui-là, on y a joué la semaine dernière, du coup c'était le petit jeu de Draft and Ride que j'avais joué en solo ici sur le stream. Donc si vous n'avez pas regardé l'émission de la semaine dernière ou si vous êtes en podcast, parce que je rediffuse pas les parties que je fais en stream en podcast, c'est moyennement intéressant à l'audio, vous pouvez aller voir la vidéo YouTube de la semaine dernière. Et la dernière partie, c'est justement une partie de Draft and Ride Records, qui est ce petit jeu un peu cher et tout, avec ses crayons de couleur et compagnie, mais au thème assez cool, je trouve, et aux sensations de truc and write assez classique, de combo en cascade et tout, plutôt chouette. Ticket to Ride. Ark Nova, on a fini la partie en tour par tour que je faisais avec Jérémy, un camarade que je salue. Bon, vous voyez que j'ai largement gagné, mais pourquoi? C'est parce que lui n'avait jamais joué, et que pour le coup, je pense qu'en plus, en tour par tour, c'est pas facile de prendre les habitudes, et donc clairement, il est pas allé assez vite sur la conservation, alors que moi, j'avais clairement l'expérience de une partie en vrai plus une partie en temps réel sur BGA, et que du coup, tu prends quand même des habitudes, et ça, c'est intéressant du point de vue d'Ark Nova, c'est que on revient vite dans le jeu. Surtout sur BGA où en plus il y a des petits trucs de règles ou quoi qu'on pourrait oublier en jouant en vrai. Là, BGA corrige pour nous. Et c'est un jeu où on reprend quand même vite des réflexes. Et ça, c'est la preuve aussi d'un truc qui, même si moi je trouve que c'est un peu boursouflé et qu'il y a un peu trop de choses,
arrive quand même à rester en tête, et c'est pas le cas de tous les jeux du tout, quoi. Surtout des jeux de ce calibre où vraiment Carnegie a un peu ça aussi. Et pour moi, c'est aussi une preuve d'un jeu quand même assez, je dirais pas épuré, c'est vraiment pas le terme, je sais pas comment dire, mais où il arrive à inscrire dans ta tête des mécaniques qui paraissent assez évidentes, j'imagine, et pourtant c'est même pas thématiquement ou quoi, mais ouais, ça c'est quand même à mettre à son crédit, même si moi je trouve toujours que c'est un peu longuet et tout, mais voilà. Peut-être que j'en ferai de temps en temps sur BGA, mais c'est quand même trop long pour moi. 535, on continue d'y jouer beaucoup avec ma compagne à deux, c'est toujours aussi bien. De Kenichi Kabuki, illustré par la talentueuse Sai Beppu. Vraiment super jeu d'escalade, montée. Là aussi j'en ai parlé dans l'épisode de Proxy Jeux sur l'innovation, je trouve ça vraiment brillant, très malin à plein de niveaux et tout, je trouve ça trop bien. Il est difficile à trouver, hein, donc il est disponible sur Playing Cards Zero. Et sinon avec un deck de 15 cartes. Il faut qu'il y ait 4 fois ou 5 fois 15 cartes. Là, bon, vous voyez, hein, j'ai beaucoup joué avec Yokai Septet et Boss or Nothing, parce que ça sur l'appli, c'est 5 minutes chaque jeu. Hein. Un peu comme Encore, c'est pour ça que Encore j'en ai fait un peu moins. J'ai fait découvrir à Paul Gara ce jeu-là, Peter's Two Ship Dogs, c'est pas la première fois que je vous en parle, c'est ce jeu qui mélange un peu le pli et l'awale, et où à la place de cartes on a des petits meeples, parce que c'est plus facile à faire en termes d'awale que les cartes, n'est-ce pas, qui est charmant, qui a plein de bonnes idées, même en termes d'édition je pense. Alors moi j'y joue sur playingcards.io, donc c'est moche, et c'est pas... on voit pas les qualités de l'édition, mais c'est là aussi Sai Beppu, qui est à l'illustration, je trouve ça trop mignon. Et l'idée est cool, ça reste un jeu que je trouve assez moyen, qui est en fait très axé sur la wallée plus que sur le jeu de pli, et où vraiment on en voit assez vite les limites de ce point de vue-là, je trouve, malheureusement. Et disons que je suis pas un grand fan de la wallée, mais c'était une partie plus intéressante, pas forcément plus intéressante, mais intéressante, déjà parce qu'en fait on a joué avec la vraie règle qu'il s'agit d'aller au-delà de 100, alors que je crois que les autres fois on avait fait que un round, qui permet de saisir largement les sentiments de jeu. Mais disons que comme dans plein de jeux de pli, c'est un truc qui permet de lisser l'aléatoire, mais comme dit, comme là le jeu de pli est pas tellement présent, et c'est juste de faire en sorte de faire le meilleur coup d'awale possible. Mais en tout cas là, enfin il y a un truc à chaque fois, et je le redis, hein, dans Peter's Two Ship Dogs, c'est cette dynamique de double scoring, un à la fin du printemps, à la fin de l'été, le premier influençant le deuxième, et le total du coup. Et ça c'est vraiment cool, et là dans cette partie on a vraiment fait des scorings assez différents, c'était assez chouette de ce point de vue là. Setup, j'ai encore joué un peu avec Pauline, écoutez, c'est pas ouf, mais franchement, beaucoup d'opportunisme, il y a quand même des gros coups à faire et tout. C'est pas un jeu qui va me marquer, mais c'est un jeu qui, pour jouer sur BGA de temps en temps, typiquement j'achèterai jamais quoi, mais pourquoi pas. Et je suis quand même curieux d'y jouer à 3 ou 4, même si je pense que ça doit être le gros Bronx. Pourquoi pas. 61 feuilles d'automne aussi, on a rejoué avec un score assez serré, le meilleur score qui soit. Toujours aussi quelconque que ce que j'en dis à chaque fois de 61 feuilles d'automne, c'est pas mal, mais c'est très oubliable, et ça n'existerait pas, ce serait pas grave, enfin, si, ce serait grave, parce que la raison de sa création avait une importance, mais en termes ludiques, disons qu'il n'apporte rien à la limonade. J'ai essayé ça, alors ça, Kingswood, j'en ferai une partie, mais c'est chez 25th Century Games. Vous savez que les jeux de 25th Century Games, je leur donne des chances et tout, et putain, ils font quand même des trucs un peu nuls. Hein. Alors, regardez Para, hein. Three Sisters, il paraît qu'il est cool aussi. Non, regardez ceux que moi j'ai essayé. C'est-à-dire Agueda, qui était pas le pire, mais surtout Sunny Day Sardines, surtout, ça a l'air aussi super quelconque, alors que le look est cool. Hein. Mais bon. Regardez, comment ça s'appelle, Holy Jolly, regardez Colorfield, regardez Donut Shop. Tout ça, c'est vraiment des trucs super oubliables. Fika aussi, que j'avais découvert il y a quelques temps. Et c'est vraiment un éditeur qui fait que des jeux assez nuls, et qui souvent passe par KS et tout. Et donc celui-là, c'est pas le plus nul qu'ils aient fait. C'est beaucoup mieux que Colorfield ou Sunny Day Sardines. Et c'est un peu mon premier jeu de rondelle, si vous voulez. Vous savez, la rondelle, c'est cette mécanique... McGertz est un auteur très connu pour l'utiliser, où on va choisir des actions jusqu'à X actions. On peut se déplacer autour pour aller faire des actions différentes. Et si on paye, on peut aller plus loin, etc. Là, on n'a en plus pas le droit d'aller là où il y a un autre aventurier.
ni là où il y a la garde, donc pas Christine Lagarde, le personnage de la garde qui est un personnage tout rouge. Voilà, celui-là. Donc il y a des petites limitations comme ça, bon. C'est vraiment, je ne connais pas la mécanique de la rondelle, pourquoi pas, alors il y a des petites guildes qui ont des petites spécificités, mais qui sont quand même pas incroyables. Le visuel est assez lambda aussi. C'est une course, ça c'est plutôt cool, j'aime bien les courses, mais voilà, il faut arriver jusqu'à 20. Et en gros, on va aller sur les différents endroits pour gagner des ressources en dépensant des pièces. Donc soit on en gagne, soit on rafraîchit les jetons qu'on a. Et pourquoi on fait ça? Hein? Vous me demanderez, mais vous avez raison de me le demander. C'est parce qu'après, quand on va dans la forêt, on peut taper les monstres, et pour taper les monstres, il faut avoir les jetons nécessaires. Face visible. Donc tu vas dans la forêt, tu tapes X monstres, tu peux en taper plusieurs, ce qui est plutôt intéressant, mais bon, soit. Tu retournes tes jetons, et puis ensuite tu vas aller les rafraîchir ou en racheter, et puis tu vas retourner dans la forêt. C'est un peu répétitif, c'est pas très intéressant. Il y a quelques... Voilà, on gagne des points de victoire selon, évidemment, les trucs, et puis il y a en plus des petits pouvoirs. Il y a certains trucs qui disent que... voilà, il y a certaines cartes qui disent, bah tu vas gagner plus X par tel type de monstre. Voilà, disons que c'est bien si vous n'avez jamais joué à un jeu de rondelle, que vous voulez découvrir cette mécanique. Enfin, c'est pas bien, mais c'est une manière de découvrir cette mécanique-là qui, ma foi, voilà. Bon. Il y a aussi différents... alors, il y a aussi différents lieux, voilà, qui ont des capacités un peu différentes, mais en fait, on va mettre à chaque fois, je crois, 5 lieux ou 4 lieux basiques, qui sont vraiment pour rafraîchir ou racheter des jetons de base, plus un seul lieu qui est un peu différent. Voilà. Ils ont bien appris leur devoir de comment faire de la variabilité qui n'en est pas vraiment. Bref. C'est oubliable, hein. Je leur donnerai une chance. Le mode solo est un peu différent, j'ai pas joué, mais c'est un mode plutôt qui rappellerait du coop, puisqu'il faut réussir à éviter que trop de monstres s'accumulent. On est presque dans du tower defense, et dans de la petite optimisation où tu vas aller tac tac tac, et puis après je vais aller taper les monstres, et jusqu'à battre les 3 boss. Ce qui est intéressant là-dedans par contre, je pense pas que le jeu soit meilleur, mais c'est que... c'est pas la même dynamique de jeu quand même, quoi. Et ça c'est plutôt intéressant d'avoir un jeu coop qui réutilise exactement les mêmes règles mais dans une dynamique totalement différente en changeant juste l'objectif du jeu. Sea Salt Paper, toujours très cool. Ça faisait, on n'y a pas beaucoup joué ces dernières semaines parce qu'on joue à d'autres trucs, mais toujours aussi cool. Toujours pas de 4 sirènes, écoutez. Je dois être sur 100 parties, on n'a jamais réussi à faire les 4 sirènes. Donc voilà. Ensuite on est dans des trucs qu'on connaît. Celui-là, tiens, regardez. Death Valley ou Excursion dans la vallée de la mort, c'est cette boîte, ce microgame chez Matago. À 2 ou en solo. Faut savoir qu'en solo, c'est plus ou moins le même jeu qu'à 2, sauf que tu essayes de contrôler un peu l'IA. Moi j'ai joué qu'en solo pour l'instant, pour voir un petit peu. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Ça fait partie des button shy que je recommanderais. Il y a un peu de stop ou encore. Alors le but c'est d'avoir plus de points que l'adversaire. Ouais, mais ils ont toujours une DA de fou hein, chez Button Shy. Je trouve dans l'ensemble, hein, franchement, sur leur DA, c'est trop cool. Hein. Je trouve vraiment que la plupart de leurs jeux ont une très très chouette DA. C'est souvent plus joli que bien. Et celui-là, donc bon, il y a juste ces grosses étoiles là qui sont un peu inélégantes peut-être. Mais sinon, ouais, c'est stylé. Il y a un petit fluff à chaque fois. Ça parle vraiment de la vallée de la mort et tout. Enfin, il y a tout un petit pitch narratif autour de la vallée de la mort et de pourquoi est-ce qu'il a fait ça là-bas. Ils aiment bien les petits pitch narratifs en ce moment. Je sais pas à quel point c'est du bullshit ou pas, mais en tout cas, donc ouais, il y a cette mécanique de, en fait, il y a des petites capacités. Il y a cette mécanique qui peut rappeler Elysium un peu de, là, ça va rapporter les étoiles. Alors, un peu à l'inverse de Elysium. Là, ça va rapporter les étoiles. Si je le descends, j'aurai plus les étoiles. Par contre, je bénéficierai toujours des pouvoirs. Donc essayer d'optimiser avec les pouvoirs, de dire s'il est adjacent à tel truc ça va rapporter tant de points et tout, tout en essayant de ne pas exploser. Donc c'est là qu'il y a la mécanique de stop ou encore, puisqu'il y a toujours 2 pioches, une face visible, une face cachée. On peut choisir la face visible ou la face cachée, mais si on a 3 fois le même symbole dans notre tableau, que ce soit en bas ou en haut, donc ça c'est l'album de souvenirs et ça c'est le voyage. Salut 4, comment vas-tu?
Si on a, par exemple, si là je pioche une troisième patte, bah, je vais la défausser et tout le reste retournera dans la pioche. Donc voilà, on essaye à la fois d'avoir des étoiles, mais en même temps, ben, mettre en bas, ça permet de les sécuriser et tout. Salut Nikos. Et je trouve ça vraiment, ouais, plutôt sympa. Après, on va pas se mentir, moi le stop ou encore, c'est une mécanique que je kiffe de ouf. Donc voilà, c'est... Et ouais, celui-là est assez épuré, assez évident. Il y a quand même des bonnes petites... une fois en bas, ça bouge plus, non. C'est justement, ça sera pas supprimé. Et alors, je préférais le dos des cartes ce côté un peu minimaliste du dos des cartes anglais. Je sais pas si on l'aurait... je l'ai là. Le dos des cartes en français n'est pas le même du tout. Et c'est pour ça qu'en fait on avance forcément, et parce que la partie finit quand il n'y a plus qu'une seule carte. Donc en fait le fait que quand on est obligé quand on tire une troisième, on en met une de côté, ça fait forcément avancer les choses. Donc voilà. Ouais, le dos des cartes il est comme ça. Alors c'est joli, mais je crois que je préfère quand même le look, américain de Button Shy avec un côté très minimaliste et tout. Bon, voilà, c'est une réserve qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est pas très grave. Mais ouais, plutôt une bonne pioche. Je sais que voilà, ça fait plaisir là cette année. Il y a Hiérarchie que j'ai pas aimé, mais entre Antinomy, entre celui-là, ça fait quand même. Enfin, dans ma vidéo de fin d'année de l'année dernière, il y en a plein où je disais, bah franchement, c'est un peu dommage parce qu'il y a une super ligne édito en termes de conception et de matériel. Malheureusement en termes ludiques je m'y retrouve rarement, bah là ça fait quand même plusieurs que je trouve vraiment que je pourrais recommander sans aucun souci. Donc voilà pour Excursion dans la vallée de la mort, comme dit j'ai joué que contre l'IA, car là encore, comme toujours plusieurs niveaux de difficulté. Un jeu, je parlais alors du bullshit narratif autour de la création, peut-être que celui-là on a un petit peu, celui-là fait parler hein, puisqu'il était en Kickstarter, un Kickstarter qui a très bien marché, donc Let's Go to Japan de Josh Wood chez AEG avec un paquet d'illustratrices et qui ont fait un taf que moi je trouve tout à fait magnifique. Je trouve ça... Enfin là, entre Yokai Sept et Excursion dans la vallée de la mort, celui-là, alors on est dans des styles très différents, mais je trouve ça absolument magnifique. Et là aussi, comme dans la vallée de la mort, on est... voilà, ça c'est purement du fluff. Qui parle un peu des trucs de Tokyo. Moi je trouve ça cool, hein. Ouais. Mais franchement, c'est un très beau jeu. Hein. Salut Kat, c'est pas grave. A plus. Regardez-moi. C'est trop drôle parce que regardez-moi ça. Ça te donne faim. Parce qu'en fait, c'est comme. Et c'est rigolo parce que c'est quasiment. Je sais pas si c'est fait exprès, mais. Enfin, vous savez, dans les animés japonais, ou même dans les mangas, ou même les jeux vidéo FF15 ou quoi, la bouffe dans tout ça, c'est tellement. Ça donne tellement faim. Et là c'est un peu ça aussi. Hein. Tu les vois et ça donne faim. Et donc ouais, c'est plutôt... Donc c'est un jeu assez rapide, hein, de draft, où on va à chaque tour prendre une carte. Alors on va en fait voyager entre Kyoto et Tokyo. Et on va en fait, c'est l'idée... Alors le pitch narratif, on va accorder à l'auteur que c'est vrai, hein, j'en sais rien, ils le mettent quand même pas mal en avant. Bon, voilà. Moi c'est ça que tu mets beaucoup en avant, c'est que... Peut-être que... Regardez ça. Incroyable. C'est vraiment beau par contre. Hein. Enfin, je trouve ça charmant. Son idée, c'est qu'en 2020, il devait aller au Japon. Mais voilà, en 2020, c'est pointé le Covid. Et du coup, il a fait un jeu pour préparer, comme si, pour faire un peu compenser le fait qu'il ne soit pas allé au Japon. Un jeu où tu prépares ton voyage au Japon sur une semaine. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez. C'est mignon. Comme idée de pourquoi j'ai fait ce jeu, parce que voilà, je voulais aller au Japon et ça m'a donné cette idée. Bon, ok. Mais pourquoi pas, hein, encore une fois, je dis ça avec un petit air mesquin, mais en vrai, c'est sans doute en moins en partie vrai, après le fait qu'ils le mettent beaucoup en avant et tout, c'est autre chose, mais en vrai, c'est pas mal, enfin, peut y avoir pire comme raison de faire un jeu de société. Et donc l'idée du jeu, c'est que... Et je vais m'y attarder un peu parce que je pense que ça peut parler à plein de monde. Quand bien même moi je trouve que c'est vraiment assez quelconque et que c'est des trucs assez déjà vus. L'idée du jeu, j'essaie de trouver un truc où on voit un peu tout. Voilà. Putain, on voit surtout la boîte. J'essaie de vous trouver un truc où on voit un peu le plateau. Alors ça, c'est ce qui est cool avec les KS par contre, c'est qu'on a des belles images.
dit-il, alors que c'est pas... il n'y en a pas tant que ça. Bon, on va prendre ça. Donc, vous allez vous déplacer entre Kyoto et Tokyo, et en fait, il y a une phase de jeu, en fait, on va évaluer vos points, et votre plaisir ressenti qu'à la fin de la partie, et pendant toute la partie, en fait, c'est vraiment pas le voyage en lui-même, le voyage, c'est vraiment à la fin. Tout le reste du jeu, c'est la préparation de ce voyage, et donc, vous allez piocher X cartes, donc les premières manches, ça va être une carte Tokyo, une carte Kyoto, il y a certainement d'autres chaque, etc. Il y en a à la toute fin, vous pourrez choisir une des deux, bref, je vous passe les détails, et vous allez en garder une des deux, choisir où vous allez la mettre, vous avez le choix complètement libre du jour où vous allez pratiquer cette activité, et l'autre, vous allez la passer à votre voisin ou voisine, et viendra un moment où, il y a un truc où, au lieu de prendre des cartes dans la pioche commune, on va prendre toutes les cartes que nous ont passées nos voisins voisines, et on va en placer X à nouveau, et en redrafter, etc. Donc il y a ce côté draft, que moi c'est une mécanique que j'aime bien. Dans le mode solo, puisque je n'ai que joué en solo, je suis curieux d'y jouer à au moins 2 ou 3, mais dans le mode solo, on a cette IA qui en fait, c'est pas inintéressant non plus. En gros, je vais avoir une carte Tokyo, une carte Kyoto. Si je place ma carte Kyoto, je vais forcément placer la carte Tokyo, c'est de ne pas m'embrouiller, dans le premier emplacement vide. Donc l'IA, on lui remplit vraiment sa semaine de lundi à dimanche. Ouais, dimanche, c'est ça. Et en échange, je lui ai mis une carte Tokyo, donc je vais forcément prendre face cachée une carte Tokyo aussi. Donc là, en fait, les deux choix nous reviennent, mais parce que donc c'est important d'avoir du Tokyo et du Kyoto, puisque on va essayer d'optimiser le placement des trucs. Mais dès qu'on va changer de ville, il va falloir avoir un petit train, faire un voyage en train. Alors on peut, même si c'est dans la même journée. Et vous avez vu que ceux-là, de base, ils font perdre des points de victoire. Pour en avoir qui ne font pas perdre des points de victoire, on en a un au départ, mais il faut sinon aussi essayer d'optimiser le placement. Et donc, tu vas essayer de te dire, bon bah alors là, je vais passer mon début de semaine à Tokyo, puis la fin de semaine à Kyoto, et éviter de justement trop changer, parce que sinon ça peut te faire perdre des points. Donc tu vas déjà penser à ça, et donc effectivement en solo, le fait de, je donne une carte Tokyo, mais du coup je vais en récupérer une, alors il y a toujours un peu de choix, mais ça donne un peu de contrôle, c'est pas inintéressant d'un point de vue du solo. Et les points, comment on les marque? Donc chaque carte va avoir un certain nombre de points en haut à droite, et en bas va y avoir une condition, qui si elle est visible, puisqu'on peut mettre maximum 3 cartes par jour, donc celle du bas aura sa condition de fin de partie visible, et bien si elle est réalisée, ça donnera X points selon telle condition, assez classique. Là si on a au moins visité, si on a eu au moins 2 symboles jaunes et 2 symboles verts, donc 2 shopping et 2 bouffe, avant qu'on arrive à cette carte, alors on gagnera 2 points par symbole temple et symbole fleur. Donc, la petite optimisation, bah je vais le mettre là, parce que j'aurais pu faire ça avant, machin. À ça se rajoute, alors, je pense que je le vends mieux que le plaisir que j'ai pris dessus. Hein. À ça se rajoute que vous avez vu que au début de la partie, on met sur chacun des jours un petit jeton aléatoirement, et en fait, bon, ça je sais pas, à essayer de manière asymétrique, mais sinon tout le monde a la même semaine. En termes de jetons, je veux dire, les mercredis de tout le monde, ils auront envie de bouffer. Les jeudis de tout le monde, ils auront envie d'aller faire du shopping. Et donc pourquoi on met ça? Parce que du coup ça va nous inciter à mettre des cartes qui ont ce symbole-là dans cette colonne. Pourquoi? Parce que quand on a fini la colonne, donc quand on a mis la 3e carte, alors on va avoir un bonus selon le nombre de symboles correspondant au jour qu'on a mis. Avec 3 justement, ça permet de récupérer ces jetons-là, qui vont rapporter 2 points et un truc de bonne humeur. Donc t'essaies de les avoir, il y en a qui permettent d'avoir un joker, il y en a, bref, voilà. Donc il y a plein de petits trucs où, je trouve qu'en termes de fenêtre de choix c'est pas mal, parce que du coup tu es là, tu vas te dire ok, donc là je veux satisfaire cette condition là, mais en même temps j'aimerais bien pouvoir que ça soit de la même truc que là, mais en même temps là c'est Tokyo, donc il vaudrait mieux que je le mette là. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, et quand on pose une carte on peut la mettre où on veut dans la colonne, hein. Là celle-ci elle aurait pu être placée tout derrière ou entre les deux. Donc quand même pas mal de souplesse, pas mal de petits choix comme ça. En vrai, le meilleur choix est assez vite vu.
C'est pas des choix cornéliens non plus, ni vraiment engageants. Ça reste un jeu assez peu interactif en dehors du draft, puisque les cartes, c'est vraiment... Après, en gros, à la fin de la semaine, on va faire du lundi au vendredi, ou au dimanche, et sûrement au dimanche, je sais plus, au samedi, je sais plus jusqu'où elle va la semaine, et on va marquer les points. Donc c'est vraiment, on résout son petit voyage. La principale interaction, ça va vraiment se situer du côté du draft. C'est vraiment tout quoi. Parce que après, et on gagne aussi selon si on a réussi à faire progresser les jetons au-delà de certains trucs. Donc bon, voilà, c'est l'idée. J'attends de voir à 3 ou 4 ou à 2 au moins, mais parce que là, en solo, effectivement, bon, le système est pas idiot, mais c'est pas ouf. Je trouve que par contre, en termes de thématique, on le ressent quand même pas mal. Enfin, bon, j'ai joué qu'en solo, donc je me raconte pas moi tout seul, mais il y a vraiment ce côté où, j'ai été là, et puis je suis allé au café achat, et puis après je suis allé faire du shopping et tout. Je trouve qu'il arrive quand même bien à rendre cette idée-là. C'est un KS, donc je crois que la version de base, c'est pas honteux, c'est 40 balles. Voilà, après évidemment il y a une version de luxe avec mon cul et je ne sais quoi, et sûrement des chats comme ça, des vrais chats dans la boîte. Non mais enfin c'est bon, voilà, les versions de luxe à 80 balles, bon voilà, hein. Mais moi j'attends de voir, mais je pense pas que c'est un jeu qui finira, je pense, dans ma ludothèque, malgré encore une fois le fait qu'il soit absolument charmant. Je reviens là-dessus, mais franchement le taf de tous les illustrateurs, toutes les illustratrices, c'est vraiment super. Je suis assez client, mais c'est des trucs que j'ai déjà ressentis, et c'est de la petite optimisation, du petit puzzle perso un petit peu assez classique. J'en ai quand même fait 2, mine de rien en solo sur TTS, il se joue TTS qui a un mode officiel, hein, pour le coup. Alors là-dessus aussi, ils ont merdé parce que le mode officiel est sorti genre après le KS quoi. Et alors que souvent ils essayent, et je pense que c'était pas leur but parce que j'avais regardé des FAQ et tout, ils avaient prévu de le faire, mais du coup il est arrivé après. Mais il est toujours dispo sur TTS si jamais. Notamment le mode solo, il est là et tout, donc vous pouvez le récupérer, et en solo, et ça dure moins de 30 minutes. Hein. Et pour le coup, je pense que ça, c'est juste. C'est pas du bullshit. Les 60 minutes, je pense pas qu'on les dépasse. Et comme dit, en fait, typiquement, là, c'est un jeu que moi, je trouve qu'il apporte pas grand-chose en dehors de sa thématisation, ses visuels. En termes de jeu, sinon, c'est du déjà vu, déjà joué. Mais par contre... enfin, j'aurais aucune peine à le recommander effectivement comme un premier jeu à découvrir parce qu'il est pas nul. Il y a plein de... Enfin, si on aime effectivement la petite optimisation dans son coin, c'est ok. Je préfère largement ça à un Cascadia par exemple, même si Cascadia a plus d'interaction, donc on pourrait croire que ça me plaît plus, mine de rien. Mais celui-là, ce charme-là du petit... du thème et tout, donc ouais, je trouve ça plutôt recommandable, plutôt à essayer, si c'est votre genre de jeu. Moi, ça a pas été une révolution, mais voilà. Et il est évidemment très bien marketé et tout, quoi. Donc voilà pour Let's Go to Japan. J'avais quand même pas mal de petits trucs à dire dessus, donc j'en avais fait 2 parties le même jour, vous voyez. J'ai gagné la première fois, mais j'ai perdu la deuxième, ce qui est cool. Et, par contre, vraiment, j'ai fait le même score aux 2, quoi. Voilà. Ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Pour le podcast, vous pouvez venir voir la vidéo YouTube si vous voulez. C'est un jeu de pli solo qui est assez malin, qui était pour une game jam donc de John Burton. Alors ça, c'est pas la meilleure des idées. En gros, c'est selon les formes, c'est la valeur des cartes. Donc ça, c'est un 3, ça, c'est un 5 et tout. Bon, il y a des symboles, hein, pour les daltoniens ou daltoniennes, mais c'est juste que... bon, quand on s'habitue, on sait qu'est-ce qui est plus grand, mais il y a vraiment tellement de formes que... Voilà, et c'est un jeu où il y a une IA et où il faut essayer de d'atteindre un certain nombre de plis sans que l'IA n'y arrive, et il y a plusieurs moyens de perdre, c'est relativement tendu. C'est une bonne surprise, j'ai bien aimé, c'était une de mes découvertes préférées de la semaine, Ek. Et qui est plutôt bien foutu, et je trouve qu'ils arrivent à faire des choses assez intéressantes avec les jeux de plis solo. Et comment rendre le truc de être obligé de suivre la couleur ou bien pisser, etc. Plutôt cool. Comme dit, on en fera une partie tout à l'heure. Donc
vous verrez comment ça fonctionne. Si vous êtes en podcast, vous allez sur la vidéo YouTube et vous pouvez voir ça. Toujours les mêmes jeux, tac tac tac, Hearts, Spades, Ek, j'en ai fait pas mal parce que ça se joue assez vite, vous verrez tout à l'heure. Alors, Awimbawe, un jeu de pli à 2, avec des petits pouvoirs et tout. Assez limité en nombre de cartes, c'est quand même surédité parce qu'en gros, il y a vraiment genre... Attendez, il est là. Vous allez me dire, surédité, mais comment faire une boîte plus petite? C'est tout petit, hein. Mais en vrai, franchement, enfin... C'est quand même déjà plein de vide, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, c'est ça, quoi. Donc en fait, pourquoi faire une boîte... enfin, vous le mettiez dans un sachet de cartes, quoi. Bon. Soit. Et... c'est, voilà, must follow, donc il faut suivre si on peut. Ça reprend l'idée. C'est comme Yokai Septet, la version de joueur, il y a un côté, je crois que c'est dans le Mahjong que c'est comme ça, où il y a certaines cartes qui sont recouvertes et qu'on... Donc il y en a certaines qui sont visibles et qui recouvrent des cartes face cachée, en gros qu'on révèle une fois qu'on a joué la carte qui était au-dessus. Et on a une main aussi qui est face cachée, on peut jouer de sa main ou de ce qui est connu. On doit suivre à la couleur. Ça c'est les atouts, et puis il y a des petits pouvoirs, quoi. Voilà. Les pouvoirs sont pas les plus passionnants du monde, je trouve. L'éléphant, voilà, on peut le bouffer. Enfin, la souris permet de bouffer l'éléphant. Je trouve pas ça non plus magnifique, là, ce look-là. Les hyènes, en gros, elles rapportent pas mal de points, mais il faut pas avoir les 4, sinon t'as perdu immédiatement la manche. Et il faut gagner 2 manches avant l'autre. Et puis c'est à peu près tout. J'aime bien le fait qu'il y ait un peu des mains ouvertes et tout, mais ouais, j'attends de voir quand même encore une ou deux parties, mais je vous avoue que ça m'a moyennement convaincu. Le thème en plus on le ressent pas trop. Bon après hein, c'est difficile de mettre du thème dans du jeu de pli ou quoi, mais il y en a qui y arrivent. Bon, voilà, pas chez Explorate. Franchement en jeu de pli à 2 vous avez tellement mieux, il y a Jekyll vs Hyde, il y a... En jeu d'escalade, il y a Dickory, il y a plein de trucs beaucoup mieux que ça. Il y a Claim aussi en jeu à 2, le renard des bois, tout ça c'est beaucoup mieux. Je pense que celui-ci, qui donc vous voyez c'est l'histoire des... Celui-là permet de choisir la personne qui va mener le pli. Bon, voilà. Et en gros, pour gagner une manche, alors soit il faut être la personne qui ne prend pas les Katiennes, soit sinon à la fin on compte les couronnes. Donc voilà, le 6 rapporte pas beaucoup de couronnes. Bon. Assez classique. J'ai refait un petit ROM in a day, c'était surtout pour préparer la vidéo des découvertes d'avril. Ce petit jeu solo de R Rochdix qui est disponible gratos sur Android, qui est ce petit jeu voilà, où on essaye d'avoir le plus de points à la fin. C'est très difficile de vraiment perdre en faisant des choix, soit de prendre des ressources, soit d'activer certaines cartes. Bon. Pas mémorable, hein, comme jeu solo, il y en a des mieux. C'est pas le pire non plus, mais si vous avez l'occasion d'essayer, essayez, hein, c'est pas... Voilà. Mais j'ai aussi découvert Paléo, figurez-vous. Paléo, donc ce jeu coop qui a été récompensé, je crois, par le Kennerspiel, si je dis pas de conneries, il y a quelques années. Ouais, c'est ça, en 2021. Donc de Peter Rustmeyer, illustré par Dominique Mayer et Ingram Shell, et chez nous, c'est... C'est Lucky Duck. Lucky Duck et Z-Man. On est dans du jeu coop, et où il s'agit de survivre, et de remplir des missions, et donc de faire la peinture qui est là. Moi, faut que je vous dise un truc, c'est que les jeux coop comme ça, à information totale, et où en gros après on se met d'accord, ah c'est toi qui commences à faire cette action, machin, c'est pas ce que je préfère. Je veux dire, Pandémie, c'est pas le jeu que je préfère non plus. Donc en fait, je m'attendais vraiment, parce qu'on prépare un truc avec Ben du coup dessus, donc je m'attendais à me dire, bon bah vas-y on va faire une partie quand même pour préparer un peu, parce que j'ai jamais joué, ce serait bien pour voir un peu les sentiments de jeu. Mais bon, voilà, ça va encore être un coop avec potentiel effet leader. Alors on était entre gens de bonne compagnie, donc l'effet leader on évite. Mais voilà, plutôt assez peu, avec une dimension évolutive de scénario et tout. Bon, nous on avait fait vraiment que le premier scénario. Et ben c'était une bonne surprise. Écoutez, j'ai trouvé ça vraiment solide. En fait, alors il n'y a pas eu d'effet leader. Alors le jeu le permet, mais il nous a pas poussé. En fait, j'ai l'impression quand même qu'on avait quand même pas mal de contrôle sur ses propres décisions.
et de moyens de dire bah fous-moi la pêche, fais ce que je veux, je viens t'aider même si tu veux pas, ou bien bah, je récupère ça mais c'est moi qui le prends, ce genre de truc. Également bah, je vais plutôt prendre cette carte que l'autre. Parce que notamment ce qui est assez intéressant, c'est... Alors on y a joué sur Tabletopia, alors sur Tabletopia notamment il y a un truc assez intéressant, c'est que vous pouvez y jouer gratuitement pour les 2 premiers scénarios et qu'en gros il faut être premium à partir du 3e. C'est pas si pire comme modèle économique, c'est là pour te faire découvrir le truc, et bah voilà quoi, c'est ça le mode Tabletopia. Si t'accroches vraiment, bah prends-toi un premium ou va acheter le jeu, mais t'as pu découvrir le scénario 1 et 2, tu peux même les faire à l'infini si tu veux. Et donc l'idée c'est qu'il y a une phase jour où on va dérouler des cartes, faire des actions, etc. Et que quand tout le monde sera allé se coucher, donc on n'aura plus de cartes, on va passer aux phases nuit où là il va falloir nourrir ses zigoutos avec de la bouffe. Et selon la mission, répondre à certaines contraintes qui vont être avoir telle ressource, avoir construit tel truc, avoir vaincu tel adversaire, ce genre de trucs, ça dépend des scénarios. Et ça fonctionne sous forme de module, donc en fait il y a un paquet de cartes génériques au début, et on va rajouter les cartes du module en plus. Ce qui va donner un peu de personnalité à chacune des parties. Là-dessus, en fait, il y a vraiment un truc que moi je trouve vraiment cool. Déjà, on ressent beaucoup le thème. Je trouve ça plutôt bien. Il y a une vraie coopération de se dire ah bah attends, toi t'as tel truc et tout, mais sans que ce soit trop pesant. Sans que ce soit vraiment du puzzle où vraiment on dit alors toi tu fais ça. En tout cas, nous, notre partie, ça n'a pas été le cas. Et puis il y a vraiment un truc, c'est donc que en fait on va à chaque fois choisir parmi d'autres cartes, sachant que le jeu nous indique ce qu'on a plus de chances de trouver au dos sur le recto d'une carte. Par exemple, bah voilà, dans la rivière on a plus de chances d'avoir de la bouffe ou de la peau, en montagne de la pierre ou de la peau, en forêt de bois ou de la peau. Ça c'est des indications générales, c'est proportionnellement, vous avez plus de chances d'eux. Donc nous on voit les dos de 3 cartes, et chacun de notre côté on va se dire, un peu discuter et tout, mais je vais prendre plutôt celui-ci ou celui-ci. L'Axrax, je ne connais pas du tout l'Axrax. Ok. Un jeu sur les laxatifs, on dirait. Ouais, donc en fait, avec ces d'autres cartes-là, il y a ce côté de alors là, il faudrait qu'on aille là et tout, mais où il y a cet inconnu. Mais quand même cette indication. Mais parfois, quand on retourne la carte, en fait, c'est pas exactement ce qui était prévu, parce qu'il y a quand même cette dynamique de surprise de proportionnellement, vous avez plutôt trouvé ça, mais ce sera pas toujours le cas. Et ouais, c'est plutôt malin. Il y a pas mal de cartes qui te poussent à défausser d'autres cartes, donc qui permettent de faire avancer la journée. Il y a cette idée d'entraide, et donc quand on a chacun choisi la carte qu'on va jouer, on les retourne toutes, et puis là on décide de l'ordre dans lequel on va le faire. Et donc on peut aider les autres dans leur... Ah ok, en mode horizontal dans les calyx, très bien. Et donc ouais, ce système-là est plutôt cool. Le système d'entraide est plutôt bien foutu. Dans l'ensemble, je trouve le système assez simple en fait, et qui permet vraiment, qui nous permet de discuter et de choisir les actions plutôt que de se demander comment joue le jeu. Parce que vraiment, en fait, une fois que tu as compris comment fonctionnait le système d'action, à part quelques détails où tu retournes sur telle ou telle carte, bah en fait ça déroule. Et il y a aussi un autre truc intéressant, alors c'est déjà la personnalité effectivement des parties et des modules, mais il y a aussi le fait, deux choses en fait, c'est que la partie on n'a pas eu de mal à la gagner, mais néanmoins, ok merci. Oh, si je dois avoir des calax, mais juste les 4, j'ai pas des grosses calax quoi. Il y a quand même cette tension là, surtout le premier jour. Quand vraiment tu commences, salut Seb, tu commences l'aspect survie, bah tu galères et tu te dis putain on va jamais s'en sortir, alors qu'en fait le premier module, le premier scénario est assez simple et on n'a pas vraiment eu de difficulté à le terminer, mais t'as quand même une tension qui est toujours là et où tu te dis là il faut quand même qu'on aille chercher de la bouffe, là il faut qu'on aille faire ça, là il faut qu'on fasse ça. C'est pas très très difficile à faire, mais il faut qu'on le fasse. Ouais c'est ce que je disais au début, je trouve que les dos c'est vraiment, moi je trouve la bonne idée de Paléo. Ah mais là il faut qu'on avance dans notre... il faudra qu'on nourrisse tous ces gens là. Ah oui mais là il faudrait qu'on construise cet objet. Ah oui mais là machin truc. Donc il y a ce côté là qui est cool, c'est qu'il y a quand même toujours cette tension, quand bien même c'est pas difficile, ben c'est tendu. En tout cas le premier scénar. Ça je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même constamment cette tension de la survie et de
plusieurs choses à faire et que tu peux pas tout faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah mais là si tu viens m'aider alors tu pourras prendre le dégât pour moi, mais machin truc, ce genre de truc. Et l'autre truc qui est très cool, c'est que y a des cartes qu'on met dans le cimetière, qui est là, et qui disparaissent de la partie en fait. Et alors il y a aussi une espèce de simili deck building, où on va aussi rajouter certaines cartes dans le deck, notamment des cartes rêves, principalement d'ailleurs. Et donc on va à la fois épurer le deck et rajouter quelques trucs. Peut-être que c'est un peu plus le cas par la suite, ça je sais pas. Mais je trouve que, et la redistribution qui est différente à chaque fois aussi, à chaque jour. Mais en fait on a tendance à plus épurer qu'on ne rajoute. Et donc, et aussi à faire des actions plus fortes mais qui forcent à plus défausser. En fait ce qui est rigolo, on rigolait en disant qu'en fait on a passé l'automne et qu'on se dirige vers l'hiver parce qu'en fait les journées sont de plus en plus courtes et où en fait on a tendance à faire des actions qui demandent plus de défausser et donc on a moins de cartes et donc on avance plus vite. En tout cas le premier scénar c'était ça, le premier jour il dure un certain temps, c'est aussi la mise en marche du jeu et tout. Et petit à petit t'as une accélération qui se met en place et ça c'est assez cool de voir ce sentiment là. Là ils ont presque perdu. Donc plutôt une bonne surprise Paléo je trouve. Au point que j'ai refait une partie tout seul sur TTS cette fois, mais c'était le même scénar, pour voir. Alors je l'ai joué en solo, faut juste savoir que moi, mon solo, c'est pas le vrai mode solo, qui a priori est vraiment dur, et où en fait, t'as quand même que 2 ou 3 bonhommes, t'as pas la mécanique d'entraide, et si tu veux demander de l'aide, faut que tu balances des dés, ce qui est quand même assez aléatoire, parce que ça te... Ouais, c'est ça, ouais. De ce que j'ai vu, les gens disaient ouais, c'est super dur quoi. Alors ce qui est important dans un jeu coop et dans un mode solo, mais si c'est dur parce que ça va dépendre de ton lancer de dés ou quoi, ou parce que t'enlèves juste la mécanique de coop qui est en plus une mécanique d'entraide qui est vraiment assez intéressante et importante dans Paléo je trouve. Bah en fait c'est dommage quoi, enfin c'est peut-être effectivement difficile, mais est-ce que c'est pas un peu bêtement difficile, mais au point du coup même que j'ai continué à faire le scénario 2 et que je pense que je ferai aussi le scénario 3 et tout. J'ai vraiment trouvé ça bien. Et franchement, moi je suis ravi en fait de ça. C'est-à-dire que c'est pas le jeu du siècle. Mais en fait je m'en fous, je suis content d'avoir des bonnes surprises comme ça. Et là c'était le cas, c'était une bonne surprise. Et moi je demande pas plus en fait. Et surtout quand je m'attends à ce que le jeu soit quelconque, ou qui me procure. Et qu'en fait je me dis, ah ouais mais en fait il y a ça et tout, c'est bien. Et franchement on était ravis de notre partie tous les trois. Et on s'est dit, ah ouais, bah en fait, salut Drew, en fait c'est pas mal Paléo. Et franchement trop content. C'est vraiment cool, il y a plein de choses à en dire, c'est vraiment un bon jeu. Bah non, bon après j'ai pas trop d'avis sur les nominations, je sais même plus qui était nominé à l'époque. Mais en tout cas ouais j'ai trouvé ça vraiment bien et je pense que je continuerai et c'est cool. C'est cool. On va passer sur TTS pour la suite, parce qu'il y en a encore quelques-uns. Et il y en a un. Il y en a deux. Voilà, 2 jeux. Cela sera pour la semaine prochaine. Il faut hype un peu, mais il y a du Next Station Tokyo. Salut Zoidberg, à plus. Il y a donc Kachi. Kachi, c'est un petit jeu de pli à 2, qui est mieux que Awimbawe, qui est trop mignon. Une fois de plus, bon moi j'y joue avec le jeu prophétie, parce qu'il suffit de 3 couleurs de 1 à 5, plus un 3 d'une autre couleur, et une carte de départ. Bref. Donc c'est un jeu de pli avec pas beaucoup de cartes, donc au niveau de la mémoire c'est pas trop difficile, et c'est un jeu de pli où il faut avoir maximum 7 points, enfin où il faut avoir, pas maximum, il faut essayer d'avoir 7 points avant l'autre, c'est une course, et où c'est maximum 7 rounds, parce qu'il y aura au moins 1 point par round, ce qui ça est déjà plutôt une bonne chose. Je parlais tout à l'heure de quel jeu qui fait ça, dans... C'était quoi le jeu où on avançait forcément? C'est dans Excursion la vallée de la mort truc. Là aussi, en fait, même si on finit à égalité, chacun marque un point. Du coup, il y aura maximum 7 tours. Si le chat finit de notre côté, on marque 2 points. Si carrément il dépasse, il vient dans nos bras, en gros, et on marque 3 points. Donc on peut marquer 1, 2 ou 3 points à chaque tour, à chaque round. Et un round, c'est soit jusqu'à ce que le chat
viennent dans nos bras, soit jusqu'à ce que les mains soient vidées. Et comment ça marche? C'est assez simple, c'est pas le jeu de pli du siècle, notamment parce que j'en ai fait plusieurs parties et j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine redondance dans la stratégie et qu'on en fait un peu vite le tour. Je sais pas, faudrait que je vois avec d'autres gens. L'idée, donc ça c'est le matos. Donc on va essayer de la pâter hein, avec une pelote de laine. Bon, moi, avec les cartes avec lesquelles je joue, c'est pas le cas du tout, mais vous pouvez y jouer avec un paquet de cartes tout bête. Hein. Et de quoi compter vos points. L'idée, c'est donc que ce chat, il commence au milieu. Est-ce qu'on va voir un début de partie? Non. Voilà. Là, il commence au milieu. Il y a quelqu'un qui va commencer. Et il a un côté rouge, mais aussi un côté bleu. Tiens, c'est rigolo celle-ci. C'est quoi cette version? C'est ouf ça. Il a un côté bleu. Donc vous voyez que le côté bleu, il a des trucs vers le bas, ça veut dire qu'il va se déplacer vers la personne qui a perdu le pli. Alors que le côté rouge, c'est vers la personne qui a gagné le pli. Et donc, c'est un must follow. Donc je joue une carte bleue, l'adversaire doit jouer une carte bleue. Je joue une carte jaune, il doit jouer une carte jaune. Il n'y a pas d'atout, s'il n'a pas de carte bleue alors que je joue une carte bleue, il met une autre couleur, je gagne le pli. Si ce sont deux cartes impaires qui sont jouées, on retourne le chat, avant de décider de vers qui il se déplace. Donc, je joue un 3 bleu. Mauvais exemple. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Voilà, je joue un 3 bleu. Mon adversaire joue un 3 rouge. C'était en bleu. C'était le chat qui se déplace vers le perdant du pli. Donc, il devrait se déplacer vers la personne qui a mis le 3 rouge, qui n'a pas pu suivre la couleur, mais comme on a joué 2 impairs, d'abord on va retourner le chat, et donc il va se déplacer vers la personne qui a gagné le pli. C'est comme ça qu'il y a ce côté tir à la corde, qui est assez malin, qui encore une fois est peut-être un poil, c'est rappelé dans l'édition en fait, bon, moi par les petits chats qui sont sur les cartes impaires, mais bon. Mais ça met un peu de contrôle, c'est aussi ce qui fait que les parties sont peut-être un peu téléguidées. Parce qu'en gros, si tu joues une carte paire, tu sais que le chat va pas changer de côté, puisqu'il faut qu'il y ait 2 cartes impaires. J'aime bien le fait qu'il y ait 3 cartes inconnues. 3 cartes inconnues sur 16 cartes, c'est quand même beaucoup. Mais en même temps, c'est juste ce qu'il faut pour éviter la connaissance totale de ce qui existe. En fait, il y aura même que 2 cartes inconnues en vrai. Parce que il y a la carte de premier joueur ou première joueuse, on l'échange contre une d'ici. Ce qui est d'ailleurs une manip un peu relou en termes de début de partie, mais soit. Donc ouais, c'est pas mal. Ça vaut pas un Jekyll versus Hyde, ça vaut pas non plus un Claim ou quoi. C'est mieux, je trouve, qu'un Wimbawe, avec cette méca de tir à la corde et tout. En termes, justement, c'est agréable le fait qu'il n'y ait pas trop de cartes en termes pour savoir ce qui est tombé ou pas. Donc le thème est sympa. Bon alors moi avec mes cartes qui sont pas du tout celles-ci, on ne ressent pas trop le thème, hein, mais ouais c'est bien. Et puis j'aime bien l'idée que on gagnera forcément au moins un point, ce qui fait que on va forcément avancer vers la fin de la partie. C'était plutôt cool. Un autre jeu qui est prometteur, qui devrait être édité par Mandu Game, qui est fait par Takashi Saito, qui a aussi fait Heiyo chez On Games ou Tricks and the Phantom chez On Games également. C'est Open. J'en ai parlé aussi dans le dossier de Proxy Jeux. Open avec cette couve magnifique aussi, je la trouve trop belle, trop belle. Je sais pas exactement quel est son sens, mais elle est trop belle. C'est un jeu, alors là aussi je l'ai émulé avec un jeu de cartes tout bête, hein, vous pouvez. En gros, la distribution des cartes, c'est, il y a 2 As noirs, 2 noirs, 2 3 noirs, 2 4 noirs, 2 5 noirs, 2 10 noirs, et puis ensuite une de chaque de rouge, plus, bref. Ça c'est un peu chiant parce qu'elle n'est pas écrite dans la règle, donc en fait il faut réussir. Vous allez voir sur la chaîne de Taylor Street Taking Table, il explique la distribution. On aura 6 cartes, 2 faces cachées en main et 4 faces visibles. Donc il y a très peu de faces cachées, mais c'est important quand même. C'est un jeu d'escalade et des fosses. Et au début de la partie, c'est ce jeu où on va, c'est de 2 à 4, j'y reviendrai. On a joué à 2 noms. C'est ce jeu où au début de la manche, on va parier sur qui on pense qui va se défausser en premier. C'est pour ça que c'est important d'avoir autant d'informations visibles pour essayer de se dire, ah ok, bon, peut-être que ça va plutôt être jaune ou plutôt rouge. Donc nous on joue avec des petits cubes. Hein. Sinon c'est une carte avec un trou. Et donc il n'y a que ces 2 couleurs, et après on part dans un jeu d'escalade classique où on peut jouer
une ou plusieurs cartes de même rang, donc il n'y a pas de suite, mais je peux jouer une carte simple, un double, un triple, et il n'y a pas de mieux que le triple. Derrière, l'adversaire doit suivre avec cette combinaison. On ne peut pas changer de combinaison, donc si j'ai mis une simple, on ne peut pas mettre un double. Il faut juste mettre le même nombre de cartes, mais d'un rang supérieur. Je mets un 2, l'adversaire peut mettre un 3, ou un 4, ou un 5, etc. Juste, il faut que la combinaison soit de même couleur. Donc si je mets un 3 noir, il faut mettre une carte supérieure, mais noire. Si je mets une paire qui est rouge et noir, il faut mettre une paire supérieure qui est rouge et noir. Donc il y a ça à respecter quand même, qui est important. La personne qui arrive à sortir à la première gagne 4 points, si on est à 4. Puis 2 points, puis 1 point, puis 0. Enfin, ça va dépendre du nombre de joueurs ou joueuses. À 2, c'est 2 et 0. Donc en fait, à 2, tu as toujours intérêt à sortir en premier. Et ensuite, il y a ce pari que tu fais en début de manche qui, selon le nombre de personnes qui ont parié correctement, si ton pari est réussi, ils vont te rapporter X points. À 4, typiquement, si je suis la seule personne à avoir parié sur la personne qui a effectivement sorti la première, je gagne 4 points. Si on est 2 à avoir parié dessus, je gagne que 2 points, etc. Et à 2, c'est encore que 2 et 0. Et le problème, alors je reste très curieux de ce jeu à 3 et 4, parce que je trouve l'idée très cool. L'idée de parier sur qui va se défausser en premier, ça permet de compenser le fait qu'on ait une main pourrie, surtout avec autant d'informations visibles. Le truc c'est qu'à 2 c'est pas très intéressant malheureusement, c'est vraiment dommage, parce que enfin je reste vraiment persuadé que ça doit être cool à 3 ou 4, j'attends de jouer. Mais parce qu'à 2 en fait, on a quand même que 6 cartes, dont 2 qui nous sont inconnus. Donc en fait le pari, il se fait assez vite, il peut y avoir quelques surprises, mais c'est rare. Du coup on a souvent tendance en fait à parier la même chose. Du coup on marque souvent 0 pour le pari. Et du coup, en fait, il s'agit surtout de gagner Enfin, si t'arrives à gagner les trucs, t'as gagné quoi. Et ça c'est quand même assez hasardeux quoi, la distribution, puisqu'il y a quand même la moitié des cartes qui sont pas distribuées. Donc voilà, je trouve qu'à 2 vraiment il perd je pense de la saveur qu'il peut avoir à 3 ou 4. J'ai demandé sur le Discord de Portland Game Collective, ce Discord anglophone où je me fournis je me fournis en crack, où je me fournis en termes de nouveaux jeux que je peux essayer dans ce genre là. J'ai demandé si vraiment il y a des gens qui s'amusent à 2 et si vraiment c'est mieux à 3 ou 4, et on m'a pas encore répondu malheureusement. Mais ouais, je vous avoue qu'à 2, ouais, j'ai trouvé ça assez décevant, mais je reste très curieux de l'idée et je pense que la 3 ou 4 ça peut être super. J'aime bien aussi l'idée que de couleurs, alors les decks sont un peu différents en plus en rouge et en noir, donc il y a quand même un peu de contrôle et tout, mais bon. Celui-là il devrait sortir chez Mando Games, j'attends de voir à 3 ou 4, mais je trouve la couve superbe, pour le coup j'adore. Donc voilà pour Open, qui est le dernier jeu de cette semaine. Après j'ai joué à Paléo, donc pour le scénario 2 comme dit, qui était un peu plus difficile, donc j'attends de faire le 3 pour voir. Sur ce, sur Open, on a fini avec les parties de la semaine et on va pouvoir passer à la partie hors-jeu, parce que pas de jeu vidéo, mais du hors-jeu. Et on va commencer par les podcasts. Pas de Listen to the Game toujours, je continue d'enregistrer celui qui sera là pour mai et juin. Mais un Podcastorama qui est sorti ce matin. Donc Podcastorama, c'est ce podcast où je reçois des podcasteurs ou podcasteuses pour qu'ils ou elles présentent leur podcast. Et aujourd'hui, c'était Christophe qui a présenté La tête dans le cerveau, qui est un podcast sur le cerveau, vous en doutez. Où il fait ça toutes les semaines, avec des épisodes de 5 à 7 minutes, mais qui lui demandent énormément de taf. Et c'est tous les jeudis que ça sort, 5-10 minutes max, avec à chaque fois des angles différents autour de la manière dont fonctionne le cerveau. Lui étant pareil un neuroscientifique, hein, donc c'est très intéressant. Enfin, son podcast, je dis pas que mon épisode est très intéressant, j'aurais pas cette prétention. Mais c'était cool de le recevoir, il a recommandé plein de podcasts aussi à la fin, comme vous le voyez ici. Donc voilà, c'est une petite heure, et j'étais ravi de le recevoir. Ça c'est du côté du podcast. Côté BD, je suis sur un très très gros classique de manga dont je parlerai sûrement la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine il n'y aura pas d'hebdo. Mauvais genre de Chloé Cruchaudet chez Delcourt, qui était très bien, qui parle de la Première Guerre, des traumatismes de la Première Guerre, qui parle aussi de la relation entre ces deux personnages, que sont Paul et Louise. Lui qui est déserteur et qui est donc obligé de se travestir dans les années folles et sur la fin de la guerre.
Ça parle effectivement des, bon, comme le dit le titre, hein, des troubles que lui ressent à se travestir comme ça et à s'habiller en femme, des relations qu'il peut avoir et tout, avec sa femme et avec d'autres personnes. Euh, c'est vraiment bien, et j'aime beaucoup les visuels aussi, les illustrations. Il a très bonne réputation, donc je vous le fais sans doute pas découvrir, mais si vous avez l'occasion de vous intéresser à ce genre de questions, et c'est basé aussi sur une histoire vraie, bon, voilà. Bon, moi je sais que ça c'est pas forcément des arguments qui ont un intérêt pour moi, si ce n'est de représenter une époque ou quoi, je m'en fous un petit peu. Mais ouais, c'est assez intéressant sur l'époque, sur le traumatisme que représentait la guerre pour cette personne, pour d'autres. C'est pas toujours facile à lire, mais c'était plutôt cool. Donc c'est mauvais genre. Côté musique, deux albums, et deux albums de 2023, ça faisait longtemps que j'avais pas découvert des trucs de 2023, et deux albums qui sont mes meilleurs albums de 2023, c'est les seuls que j'ai écoutés je crois. D'abord il y a un live, alors c'est toujours un peu différent les lives, mais c'est un live d'Ichiko Aoba, cette artiste japonaise que je vous encourage à découvrir, qui est pour moi une de mes découvertes essentielles des années 2010, qui a fait des albums magnifiques, qui est une chanteuse incroyable, qui est plutôt dans la folk intimiste, petite voix, souvent accompagnement assez minimaliste, grande place laissée au silence, c'est trop beau. Et là c'est un live avec, à Londres avec le 12 Ensemble, à Londres, à Milton Court, oui c'est à Londres, c'est ça. Où il y a, c'est pas un live trop long, parfois les lives ont tendance à s'étendre sur 1 heure et quelques, là il dure 50 minutes. Et ça se base pas mal sur des morceaux de son album Windswept Adam qui était sorti en 2020, qui était magnifique. Ouais, bon, c'est superbe. Hein. L'ajout de l'orchestre, mine de rien, on pourrait se dire que l'orchestre, ça va pas forcément coller avec son côté un peu intimiste et un peu dépouillé, qui parfois est juste une guitare et sa voix et tout. Eh ben écoutez, je trouve que ça va. Dans l'ensemble, ça colle plutôt à son esthétique, donc c'était très bien. Écoutez aussi son live 0%, qui est aussi magnifique. Et l'autre album, on change radicalement de genre et d'ambiance, puisque c'est Scaring the Hose 2, la collaboration entre JPEG Mafia et Danny Brown, donc deux rappeurs américains, qui ont un style assez différent. À JPEG Mafia, on est plus dans le truc un peu vaporeux, pas exactement comme le Sweatshirt, mais il y a un peu ce côté-là, ce qu'on appelle un peu, de manière un peu large, l'abstract hip-hop, tandis que Danny Brown, on est dans un truc un peu plus vénère, un peu plus hardcore, un peu plus, notamment au niveau du flow de Danny Brown aussi, c'est un mec qui a une voix qu'on peut ne pas accrocher du tout. Moi j'aime bien, mais une voix très particulière, et un flow aussi très rapide et tout, assez une voix de canard comme ça, et moi je kiffe. J'avais adoré de ouf Atrocity Exhibition. Je crois pas que j'ai tout écouté encore de Danny Brown, mais il a fait des très bons albums. Il avait fait You Know What I'm Saying, je crois, il y a 2 ans, qui était très solide. Et Atrocity Exhibition en 2016, je crois qu'il y a un album incroyable et tout. Et celui-là est vraiment incroyable aussi. Il est court, il dure 35 minutes pour le coup. Et putain, c'est que ce soit. Alors, moi, j'aime beaucoup le flow de Danny Brown. J'aime beaucoup les instruments un peu vénères que peut avoir Danny Brown. Enfin, sur Atrocity Exhibition, c'était absolument ouf. Et là, il y a aussi ça, mais on sent quand même aussi le JPEG Mafia avec le côté un peu plus, justement. Je dis vaporeux, je sais pas si c'est le terme, mais brumeux et tout. Ça, c'est le logo PlayStation, si je dis pas de conneries. C'est pareil? Non? Je sais pas. Et ouais, c'est vraiment. Enfin, la plupart des morceaux, alors il y a une utilisation du sample qui est super bonne. Ça tabasse. Super album. Écoutez-le si vous avez l'occasion. 36 minutes, si vous aimez un tout petit peu le rap, faut y aller quoi. Et également, il y a aussi. Alors, c'est pas trop le cas dans celui-là, mais parfois, Danny Brown va dans des sonorités plus indus et tout, plus électro. Là, il y a cette énergie-là, mais sans que ce soit vraiment trop indus ou des trucs comme ça, quoi. Mais très bien. Donc voilà pour les découvertes musicales de la semaine. On va pouvoir passer à la dernière partie, qui est donc une petite partie. Oh, eh bien, alors, mon brave, une petite partie, je vous en ai déjà parlé, ça va être... tac. Ek, a Solo Trick Taking Card Game, donc un jeu de pli solo, qui a été fait par John Burton, qui n'est pas édité, qui était édité... voilà, il est en print and play, hein, donc c'était possible de l'imprimer, ça doit toujours être possible. Et donc, on va faire ça. Je vous importe ça. Donc ça, c'est sur playingcards.io, hein, pour les personnes qui connaîtraient pas, j'en parle souvent, mais c'est un
un site qui permet de jouer. Il y a beaucoup de jeux de cartes qui sont que disponibles là-dessus. J'ai moi-même créé un mode pour Trick Raiders, que j'ai pas encore joué, mais voilà. Tous les jeux de pli un peu étranges que je peux jouer, ou les jeux d'escalade, eh ben, la plupart je les joue là-dessus. Hop. Et en gros, il s'agit après de partager une chambre, le code de la salle avec quelqu'un. Et ils peuvent entrer. Ah, mais non, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est Ebbs, que j'ai jamais joué. C'est pas celui-là que je voulais. Je me suis trompé de ligne. Moi, ce que je veux, c'est Ek. Voilà. Qui est donc un jeu de pli solo où on affronte un truc où les actions sont préprogrammées et où on doit, si possible, suivre, alors que lui, bien sûr, n'a pas l'obligation de suivre. Et où il faut qu'on essaie de remporter 4 fois un pari, en gros. Donc, voilà Ek, qui vient de Deck, si je dis pas de bêtises. Tac. Et, vous le voyez, nous, on peut perdre. En fait, si on fait 2 plis, 4 plis, 6 plis, 8 plis, 10 plis, 12 plis, ou 13 plis, ou 0 plis, on prend une carte. Si on en a 4, on a gagné. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, nos options se réduisent, puisque si j'ai déjà ça, je vais devoir faire 2, 4, 8 ou 13. Donc petit à petit, on a de moins en moins d'options possibles. Et donc ça c'est... donc si on n'arrive pas lors d'une manche, si je refais 10 par exemple, ou que je fais 9 ou quoi, et ben on tourne ça me fait une erreur, 2 erreurs. Si je fais une 3e fois de suite sans y arriver, j'ai perdu. L'autre moyen de perdre, c'est que si Ek, lui, fait 8 plis ou 4 plis, admettons qu'il fasse 4 plis, on fait comme ça. Si jamais il refait 4 plis avant que je prenne la carte, si je la prends, c'est bon, c'est sécurisé, mais si il refait 4 plis, alors que c'est comme ça, j'ai perdu également. Donc voilà, et si c'est comme ça et comme ça, s'il fait 2, 4 ou 8, et j'ai perdu. Donc ça, c'est le système. Et par contre, dès que je prends une carte, ça revient à 0, ce qui est quand même plutôt gentil. Donc le principe, c'est qu'on va faire des plis, enfin des manches, des mains, jusqu'à ce que soit j'arrive à récupérer 4 cartes, soit il gagne. Pour ça, donc c'est un peu automatisé, hein, nous, on a 13 cartes, qui sont donc de couleurs différentes. Il y a aussi le symbole pour les personnes qui sont daltoniennes. On va les rassembler par couleur. Voilà. Et donc, ça équivaut à 5, ça à 6, ça à 8, etc. Sauf que c'est avec des formes au lieu d'être avec des nombres. Voilà. Et ça, c'est des jokers. Donc ça perd toujours, sauf contre le noir où ça gagne. Et ça gagne toujours, sauf contre le blanc où ça perd. C'est un must follow. C'est toujours Ek qui commence. Donc là, je pioche une première carte. Il met du jaune, c'est la carte la plus forte. Je dois donc suivre à jaune. Je n'ai pas le droit de mettre ça. Je mets du jaune. Vous voyez qu'il a une carte plus forte que moi, donc c'est lui qui prend le pli. Donc là, il en a un, j'en ai 0. C'est lui qui a pris le pli, donc c'est lui qui continue. Je dois suivre. Je vais mettre celui-là, qui est le plus faible. C'est lui qui prend. C'est pas grave, hein, si je fais 0 pli, c'est bien. On n'est pas obligé de faire beaucoup de plis. C'est lui qui continue. Il part sur du orange, je dois suivre. Tac. Vert, je ne peux pas suivre. J'ai le choix entre mettre n'importe quelle couleur et perdre le pli, parce que je peux pas suivre. Mettre ça et perdre, parce que ça perd toujours. Ou mettre ça et gagner. Dernière possibilité, et c'est là que je vais vous expliquer les tailles, les égalités, c'est que si je mets la même forme, mais d'une couleur différente, ça fait une égalité. Ça va se mettre de côté, et la personne qui va gagner le premier pli qui ne sera pas une égalité va gagner également tout ce qui a été à égalité. Ça, c'est le principe. Mais moi, je vais décider de lui laisser. Donc là, je pourrais remporter le pli avec un blanc, parce que le blanc gagne contre le noir, ou bien faire une égalité avec le noir, ou bien perdre le pli. Je vais prendre le pli, ce qui est mon premier. Et donc là, c'est à moi de mener. Et là, vous allez voir comment ça se passe. Quand on mène, je vais mettre le rouge, on pioche pour lui. Lui, quand il ne pioche pas la même couleur, il ne perd pas tout de suite, sinon ce serait un peu trop facile. Il va piocher jusqu'à ce qu'on ait la même forme ou qu'il ait du rouge. Il a du rouge, c'est plus petit, c'est moi qui prends le pli, et la carte qui était en dessous, ça a été fait automatiquement, mais sinon il faut la remettre en dessous du paquet.
Donc c'est moi qui ai gagné, donc j'en suis à 2, ce qui est pas mal. On va essayer de continuer avec du rouge. Donc vous voyez quand même qu'il y a un peu un contrôle, il y a beaucoup de hasard et tout, mais enfin je trouve ça assez solide en termes de système dans l'ensemble. Donc là on continue à piocher, on continue. C'est du rouge, c'est moi qui prends les 2 cartes. On va essayer de lui laisser la main. Mais il y a toujours la chance qu'il sorte. Là il aurait pu sortir un rond noir. Et je me serais fait avoir, il y a 3 ronds noirs et 3 ronds blancs. Donc là c'est lui qui prend, et c'est lui qui reprend l'initiative. Donc en fait c'est vraiment un jeu où il s'agit de... Ah bah là je vais essayer de continuer, bon, selon la main qu'on a, hein, évidemment, et selon évidemment un peu d'opportunisme, mais où on va décider de lâcher du lest, puis de reprendre, etc., pour juste essayer d'obtenir un peu le bon nombre de plis. On va lui laisser celui-là. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Je vais essayer d'avoir le dernier pour avoir 4 plis. Mince. Hop, c'est lui qui prend le pli, pardon. Celui-là, alors celui-là, j'ai le choix entre le prendre ou faire une égalité. Sachant que si je fais une égalité, là c'est pas ouf. Là je vais le prendre parce qu'en fait si je faisais une égalité que je gagnais après, ça m'en ferait 5. Donc je vais le prendre, ça m'en fait 4, et on va croiser les doigts pour qu'il le prenne. Même s'il y a peu de chance en vrai. Ouf, yes, c'est bon, il l'a pris. S'il y avait égalité sur le dernier pli, ça aurait été pour moi. Donc ça fait bien 4-9, donc je gagne cette carte-là. Maintenant, si lui il fait 4, eh ben on s'en fout. C'est pas grave. Ouais, c'est sympa, hein, je trouve que le système est plutôt cool. Ben, si tu veux, Drew, je t'enverrai la carte, le dossier PCIO, et après tu vas sur playingcard.io et puis tu fais importer et tu peux y jouer. Ou bien tu peux y jouer avec juste des cartes de 1 à 8 en X couleurs et avec 3 jokers, quoi. Faut juste aussi se faire ces cartes-là, ce qui est un peu moins pratique. Donc là, Recall and Shuffle, hop. Et ça, c'est automatisé, c'est ce qui est cool, hop. Mais c'est plutôt malin, je trouve. Enfin, c'est un vrai bon système, quoi. Et dans For Honor Sword, il y avait aussi un peu ça. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'ils arrivent à faire des systèmes de jeux de plis avec quand même... Si, d'ailleurs, il y a un mode à 2, je crois. C'est pas le mode dans lequel il a été développé. Je sais plus où c'est, mais il y a une variante à 2 qui existe. J'ai déjà vu des gens parler de la variante à 2. Donc ça doit pouvoir se jouer à 2. Hein, je pense. Avec du coup plutôt une compétition là-dessus. Je trouve quand même que ça c'est intéressant, quoi. Les différentes façons de perdre là. Mais ça doit pouvoir tout à fait se jouer à 2. Faut savoir que même si j'ai gagné la manche précédente, c'est toujours Ek qui commence. Là on va essayer d'aller sur un peu plus de plis. Donc on va reprendre la main tout de suite. Et on va partir là-dessus. Eh ben, on n'a pas de chance. Donc c'est lui qui reprend la main. On va la reprendre avec ça. On va continuer sur du bleu. Vous avez vu qu'une fois qu'on a compris le système, donc là, même symbole, donc ça fait une égalité. Et je vais partir sur du vert. Encore égalité. Donc là, on a 2 plis en attente. Ouais, le print and play est assez facile à trouver aussi, ouais. Mais bon, si toi, Drew, tu dois avoir des imprimantes, mais moi, j'en ai plus. Enfin, si j'en ai une, mais elle a plus d'encre et je l'utilise plus souvent. On va croiser les doigts. Il faut que ce soit pour moi quand même. Donc là, ça perd contre tout, donc je prends le pli, ça m'en fait 3, et je prends ces 2-là. Donc je monte tout de suite à 5. Je vous propose qu'on lui relaisse un peu la main. Tac. Tu peux prendre, vas-y. Je te le laisse. Là, je suis obligé de le prendre, et là, ça m'arrange pas forcément. 6, ouais. On va voir. Ouais, il existe aussi un low ink, ouais. Tout à fait. Donc là, vous voyez, on tire jusqu'à ce qu'il y ait la même forme ou jusqu'à ce qu'il y ait la même couleur. Et donc là, on va essayer comme ça. Bim! C'est le risque, hein. C'est que le blanc bat le noir. Donc il prend le pli. Il prend aussi celui-là. Et là, il faut que je le perde. Je l'ai perdu, heureusement. Donc j'ai le 6, c'est bon. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce côté-là. Le fait que, petit à petit, 4 et 6, moi je m'en fous maintenant, en fait. Et du coup, tu vas avoir tendance à faire d'abord ceux du centre, et petit à petit, bah, tu vas être obligé d'aller sur les extrêmes. Tu peux te faire des modes plus difficiles, hein, où il faudrait 6 trucs sur la totalité ou quoi, hein, évidemment. Ça, c'est adaptable. Ok, pour l'instant, moi je suis à 50-50, hein. J'ai fait 6 parties, je pense, et il a gagné 2 fois, et j'ai gagné 2 fois, et
Et je pense que j'ai perdu la première, mais après, même après avoir joué plusieurs fois, il m'est arrivé de perdre. Donc c'est lui qui commence toujours. Donc on est sur du orange, je suis obligé de suivre. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des fois des plis où bah en fait c'est téléphoné quand c'est lui qui commence et que tu dois suivre, bah en fait c'est très automatisé et du coup en fait t'as pas à te prendre la tête sur alors c'est l'automate donc il doit faire ça mais il préfère faire ça machin. C'est vraiment assez simple à résoudre entre guillemets comme automa. Là je pourrais essayer de partir sur 2 mais ça me paraît chaud. On va plutôt peut-être essayer de partir sur les 8. Les 8 ça commence à être beaucoup. Hein. Donc là c'est pour moi, cool. On va lui laisser la main un petit peu. Ah bah non, pas tout de suite, puisque là ça fait une égalité. Là du coup j'aimerais bien ne pas en perdre 2 quand même. Et c'est lui qui le prend, donc il en prend 2. Et c'est à lui. Alors, bah là je suis obligé de le perdre. Et là en fait ce qui est cool aussi, c'est que là je commence à réévaluer mon truc et à me dire peut-être qu'il faudrait que je reste au 2. Parce que 8 ça va être chaud. Ça va être même très chaud. Ok, on va essayer de rester au 2. C'est pas simple avec ça. Mais donc là je vais me séparer de mes grosses cartes. Je crois qu'on lui laisse. Et là c'est là qu'il faut que je joue ça parce que ça le prend. Donc là il faut plus que je prenne un seul pli. On va lui filer ça. C'est pas dit hein. Sachant qu'en plus il n'y a pas tout qui sort hein, dans une manche. Donc c'est plutôt cool. Ok. Ok, alors qu'est-ce que j'aurais intérêt? Peut-être le bleu, je sais plus, qui a plus tombé que le reste. Et voilà, là c'est mort. Donc je le prends. Et là, idéalement, j'aimerais quand même le gagner. C'est pour lui. Donc là, double peine. On retourne ça, donc s'il refait 10, j'ai perdu. Et en plus, j'ai un échec. Tac. Tac. On y retourne. Mais dans l'ensemble, hein, c'est un jeu qui dure ouais, 10-12 minutes, 15 minutes peut-être, pas plus. Comme dit, Playing Cards IO, c'est sur navigateur, hein, donc vous pouvez y jouer. Il faut juste trouver le mode. Il y a une... faudrait que vous trouviez ça. Tac. Il y a une geek list qui sert à ça. Je vous la mets sur le chat. Je vous la mettrai aussi sur le chat YouTube si j'y pense. C'est tous les jeux qui sont implémentés sur playingcards.io. Alors et avec la manière dont ils sont implémentés. Et il y en a beaucoup. Hein. Et alors, par contre, hein, soyez prêts. Vous avez vu, c'est moche. Mais c'est cool, quoi. Ça permet vraiment de découvrir des trucs et tout qui sont même pas sur TTS, qui sont introuvables évidemment en magasin, et qui sont parfois curieux et expérimentaux et tout, c'est cool. Avec César, regardez-moi ça. Et mine de rien, alors si vous faites des protos, si vous faites de la création, je vous conseille, regardez Azul. C'est pas si moche en plus. Enfin, c'est moche, mais voilà quoi. Ça va, je trouve. C'est un truc qui est facile. Regardez, ça c'est le Knizia. Et donc en fait, vous récupérez les fichiers .pcio, et ben, après vous l'importez sur le site, et puis voilà. Moi j'ai par exemple créé, sachez-le, celui-là je suis très curieux, Somnia. Donc si vous faites notamment des protos de jeux de cartes, mais c'est top parce que c'est facile à configurer. Je dis ça parce que je suis vraiment genre au niveau 0 moi en termes de... Enfin, je fais pas de programmation ni rien quoi. Et pourtant j'ai réussi, regardez-moi ça. On peut quand même arriver jusqu'à faire des trucs comme ça. Bon, ça c'est un peu plus quand même que ce que moi j'ai parce qu'il y a une importation d'images et tout. Mais de base, moi c'est Trick Raiders ce que j'ai fait. J'ai fait une salle pour 3 et une salle pour 4. J'aurais pu faire une salle où on a le choix entre 3 et 4. Mais voilà, j'ai fait ça, ça m'a pris... en réel travail, ça m'a pris peut-être 1 heure, et c'est parce que j'y connais rien, quoi. Et en fait, il y a déjà des paquets de 52 cartes et tout. Après, on peut... ça, par exemple, c'est une carte que j'ai moi créée, que j'ai fait sur Photoshop et tout. Mais c'est assez simple à faire. On peut rajouter quelques trucs s'il y a des règles un peu bizarres dont il faut se rappeler. On peut automatiser certains trucs et tout. Si vous faites des protos, franchement, intéressez-vous à playingcards.io. On en était où? Là. Donc là, il faut pas que je le laisse prendre 10 plis. Mais en même temps, est-ce que j'ai la main pour vraiment aller en chercher beaucoup? Là, ça fait une égalité. On va rester sur le rouge parce que ça, c'est le deuxième meilleur.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a effectivement cette joker là, quoi. Ça, c'est pour lui. Ça, je suis obligé. Ça pue, hein. Parce que là, 2, 4 et 6, ils sont déjà partis. Donc c'est pas ouf. On va à nouveau essayer de faire 2 seulement. Un, 3. Donc là, c'est mort parce que je pourrais pas en faire 8. Puisqu'il reste 4 plis. Ah là 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 là, ça sent pas bon. Vas-y, prends-les, hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit, là, je suis mort. Forcément. Forcément. 4. Et... c'est moi qui mets ça, c'est pour lui. Au moins, il n'a pas fait 8 ou 12. C'est déjà bien. Par contre, moi, j'arrive à 2 échecs. Encore un échec et j'ai perdu. Donc là, s'il fait 10, ou même si juste j'arrive pas à faire 2, 8, 12 ou 13 ou 0, j'ai perdu. Ça sent pas très bon, hein, cette histoire. Tac. C'est lui qui commence. On va encore viser le très bas. Par contre, si j'en remporte un, ça revient à 0, ce qui est plutôt cool. C'est pour ça que je trouve vraiment qu'il y a plein de petits équilibres qui sont cool, quoi. Prends. Prends tous mes trucs, si tu veux bien. Prends-moi ça aussi. Ça, je suis obligé de prendre. Allez. Bats-moi. Oh, c'est moche. Ça veut dire que là, j'ai plus le choix. Donc là, tu le prends. Ah, là c'est vraiment du kit ou double. Il reste pas beaucoup de bleu. Il reste beaucoup de bleu. Plutôt mettre ça. 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 Allez, là. Allez, c'est bon. Normalement, c'est bon. Sauf si c'est un blanc. Non, yes. Donc, je prends le 2. Je suis à une carte de la victoire. Ça reste. Par contre, ça revient à 0. Ok. Un peu de l'est. Mais là, je suis obligé d'aller à 8 ou 10. Donc là, je vais être obligé d'aller vraiment... Ouf. Bon, j'ai 3 blancs. Il y a ces 2 jokers là. Ça va pas être simple, hein, à mon avis, parce que 8... Alors, l'idéal, ce serait que j'aille au 10. Et en fait, aussi, tu rentres dans une espèce de défense à te dire, on va éviter qu'il fasse 10. Quand bien même, je perds, mais il faut pas qu'il fasse 10. Ok. Alors, ça, je peux le prendre. Ça, je le prends. Cool. Lui, il a pas de blanc. C'est ce qu'il faut que je me dise, mais ça veut aussi dire que je vais perdre au moins... Ouais, je vais perdre quand même beaucoup de plis. Au moins 2. On va tout de suite le perdre, comme ça sera fait. Là, je reprends. C'est pour moi, yes. C'est pas mal, là, le début. On va voir. C'est pour moi. Est-ce que je lui laisse la main? Non, je vais la prendre. Taille. Oh, ça fait mal. Il faut que j'en fasse encore 3. Donc là, c'est pour lui. Je vais lui laisser. Oh. C'est une chance sur 2 là. C'est pour moi, ce qui me fait 7. Et là, la seule chance que j'ai d'y arriver, c'est que c'est raté. Donc là, ça, on le fait pas. Hein. Une fois qu'il est chez moi, il est sécurisé. Par contre, bon, au moins, il n'a pas progressé, mais bon, moi non plus. Et ça a progressé par contre, ce qui est pas ouf. On y retourne. Tac, tac. Tac et tac.
Alors, donc c'est lui qui commence toujours. Ou bien je peux viser le 0 là peut-être. Si j'ai ça en majeur, mais j'ai pas de coupe. Je peux essayer de viser le 0. On va essayer. Ce qui est dangereux, hein, parce que du coup ça risque d'aller amener vers le 10, mais ça se tente. Avec une main comme ça. Ça se tente plus. Ça se tente plus et là maintenant il faut que j'assure. Ça va être plus dur. Ouais, bien sûr. Attends, je te trouve ça. Le Discord truc. Alors c'est tout évidemment en anglais. Hein. Mais le Discord Portland Game Collective. Tac. Inviter des gens. Après, c'est un lien qui est public. Hein, c'est pour ça que. Je vais t'inviter directement sur Discord. Je vais t'envoyer une demande d'amis. Comme ça j'éviterai. Mais il se trouve sur Twitter et tout, je pense. Frédéric, où tu es? Je vais te trouver là, tac. Je t'envoie une demande d'amis, comme ça je t'enverrai direct une invite. Tac. Je t'envoie ça à la fin du live. Hop. Donc là c'est pour lui, hein, malheureusement, c'est moche, mais ça commence à puer un peu cette histoire. Parce que là c'est pour lui aussi. Wow, 1, 2, 3. Là il faut que je fasse les 7 plis pour gagner. Et c'est mort. Waouh. On va juste croiser les doigts pour qu'il fasse pas 10. Je reprends. Je prends toujours. Je pourrais pas faire les 8 là, hein, quoi qu'il en soit. Mais s'il arrive déjà à ne pas faire les 10, ce sera déjà bien. C'est pour moi, yes. C'est pour moi. Ouais, je suis pas loin des... Bon, il pourra pas faire les 10, c'est déjà ça. Non, c'est... Ah, pardon. Hop. Là, typiquement, égalité, c'est le dernier, donc c'est pour moi. Donc 7-1, donc par contre, ça fait que je suis à nouveau sous la guillotine. Tac. On est reparti. Hein. Ok. Ça vient là. Ça là. Ça là. Comme dans Indiana Jones. Allez. Ça va être chaud encore. Allez, là, on essaye de se diriger vers une victoire. Une victoire à 8 ou à 10. À 10, ce serait l'idéal. Ben, en fait, si j'ai une dernière victoire, je gagne, quoi. C'est pour moi, c'est bien. On va se faire une coupe. Je sais pas si c'est une bonne idée de se faire une coupe par ailleurs, mais c'est pas grave. On va virer les petites cartes. Il faut encore 5. Ok, je reprends la main, ça c'est bien. Parfois il faut piocher pas mal. Hein. Tac. Oh, c'est pour lui, c'est moche. On va lui laisser comme ça. Celui-là, on va le prendre. Il m'en faut 3, ça va être tendu. Ah, c'est mort. J'ai perdu, je pense. Non, peut-être pas. Laissez-moi arriver encore une fois. Allez, là. Yes! Comme c'est égalité, c'est pour moi. J'ai le 8 et j'ai gagné. Et vous voyez que c'était... Enfin, quand je dis que c'est tendu, c'est que c'est tendu, quoi. C'est-à-dire que là, ben, si je perdais une fois, j'avais perdu. Et voilà, c'est Ek. Écoutez, moi je trouve qu'en jeu solo, c'est vraiment assez solide. Comme dit, en plus, il doit y avoir une variante à 2. Je ne saurais pas vous dire si c'est sur... je crois pas qu'elle est sur BGG. Il y a les règles en allemand ou en japonais. Mais je sais qu'il y a une variante. Là, il travaille sur Ekomino, qui est Ek, mais avec des dominos. J'ai pas essayé.
Et ouais, je sais qu'il avait fait un truc à 2, mais de là à vous dire où ce serait, je sais plus. Vous pouvez chercher sur le Discord en question. Donc voilà, ouais, plutôt, moi je suis plutôt convaincu en tout cas par l'idée. J'avais beaucoup aimé For Northwood aussi, qui a en plus un thème et tout. Mais celui-là est vraiment cool. Et comme dit, vous pouvez vraiment le faire aussi avec un jeu de cartes tout bête. Hein. Faut juste vous faire les 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 0. Trouver 4 jokers positifs ou négatifs. Mais sinon, je sais plus, il y a combien de... Il y a combien de trucs? Voilà, bon, ouais, par contre, il y a quand même 6 couleurs, donc il faut vous trouver un jeu où il y a 6 couleurs, quoi. Après, pour le... Ouais, si, le dos des cartes est quand même important, donc ouais, c'est pas si simple, en vrai. Mais parce que dans le tarot, vous pouvez en avoir 5, en comptant les atouts, mais c'est pas si simple que ça. Mais bon, vous pouvez, sinon, il y a le print and play qui est dispo et tout. En tout cas, ouais, moi, je trouve ça plutôt malin comme système, la façon dont il a été pensé, donc, bah, forcément, il y a une part de hasard, mais il y a quand même vraiment moyen de le contrôler. Donc c'était Ek, solo trick taking card game, ce qui est plutôt cool. On va pouvoir passer à la conclusion. Voilà, donc c'est fini pour cet hebdo jeu de société. Merci au chat qui était là. Merci de vos encouragements sur ce jeu solo. Pour les podcasts, allez voir la vidéo. C'est là-bas qu'est le jeu solo. La semaine prochaine, je disais pas d'hebdo jeu de société, car normalement je devrais être en train de jouer avec des camarades, si cette fois il y a des trains. S'il n'y a pas le cas et que c'est la grève, ben vive la grève, hein. Je le pardonne amplement, mais j'espère quand même pouvoir jouer avec eux. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Du côté du stream, je devrais pouvoir streamer d'ici la fin de semaine la suite du Seigneur des Plateaux, où je compare mes jeux de société. Comme dit, il y a des vidéos sur YouTube si jamais vous avez raté les premiers épisodes. Je crois qu'on a fait le tour. S'il y a des news que vous voulez me transmettre ou quoi, n'hésitez pas pour dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on sera quel jour? Ouais, je serai encore là. Parce qu'il y aura peut-être un moment où il y aura un petit peu moins d'hebdo. Pourquoi de déménagement et de... Je ne sais pas si j'aurai internet encore. Donc à voir. Mais, et puis d'ici 2 semaines, j'aurai aussi sûrement commencé à écrire et enregistrer ma vidéo des découvertes d'avril, dans laquelle devrait être Ek, ce jeu solo, dont je viens de vous présenter. Passez une bonne après-midi pour Twitch, passez une belle fin de journée ou une belle nuit, et de manière générale, une belle vie pour YouTube. Et à plus. Ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.